Alors, je vais commencer par introduire cette soirée juste avec une petite introduction sur les urgences au CHVA. En fait, je vais vous faire pénétrer un peu dans les urgences, dans les coulisses de nos urgences au CHVA. Atlantia, c'est un hôpital vétérinaire, c'est plus précisément un centre hospitalier vétérinaire, ce qui veut dire qu'on assure 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, les urgences, mais aussi donc, ce qu'on appelle la permanence des soins et la continuité des soins, l'hospitalisation de nos patients, que vous nous référez pour beaucoup d'entre vous, et merci beaucoup pour cette collaboration. Mais la permanence des soins, c'est vraiment les urgences 24-24, 7 jours sur 7. Et quand on parle des urgences à Atlantia, bah, on parle d'un vrai travail d'équipe parce que c'est pas un veto, une ASV sur place, c'est une fourmilière de vétérinaires et d'ASV. Et je vous invite à venir voir un samedi, un dimanche, même une nuit, ce qui se passe chez nous. Quand je dis que c'est une fourmilière, c'est vrai qu'on a la chance de reposer sur une équipe qui est, somme toute, fière d'être là, contente de travailler, que ce soit la nuit et le week-end pour faire le meilleur pour nos patients que vous nous confiez, que ce soit en médecine le jour, en chirurgie, en neurologie, en ophtalmologie, peu importe le contexte des urgences, que ce soit le jour, la nuit, les samedis, les week-ends, les dimanches, les jours fériés, bah, c'est ça, un hôpital vétérinaire. C'est une équipe au chevet de nos patients, quel que soit le moment de la journée, de la nuit et tous les jours de l'année. Et ça, on en est assez fiers. On essaye de travailler ces urgences-là. C'est pour ça qu'on veut vous les faire connaître, ces coulisses, pour voir un peu comment ça se passe. Alors, ces urgences, elles fonctionnent grâce à vous essentiellement. Vous, nos confrères qui nous référez des cas. Vous nous les référez notamment via cette page de notre site internet. Hein. Vous connaissez tous ça. C'est-à-dire que pour nous référer un cas, bah, le plus facile, c'est de passer par notre site internet. C'est d'aller sur l'onglet Référer un animal et d'aller inscrire le nom de votre patient, toutes les coordonnées qui vont bien. C'est la méthode la plus facile pour que vous ayez une réponse la plus rapide possible, pour que nos ASV d'accueil qui sont destinés aux référents, aux référés, puissent contacter vos clients et faire en sorte qu'ils viennent le plus vite possible, en tout cas dans le délai que vous recommandez, soit une urgence immédiate, soit une urgence relative. Ça, vous êtes tout à fait à même d'estimer ça. Et nous, on va essayer de répondre le mieux possible à votre besoin. Et la réponse, elle va se faire par un retour téléphonique de nos ASV et par un retour par mail pour vous, indiquant la prise de rendez-vous concrète avec quel vétérinaire. Ici, docteur Demangeau en oncologie, mais ça peut être avec n'importe qui de nos vétérinaires dans n'importe quelle spécialité. Le retour va se faire concrètement par mail. On connaît les difficultés d'une prise de rendez-vous en urgence, on a nos limites, on a parfois des moments de débordement. Comme vous, c'est pareil, on a les mêmes problématiques, qu'on soit hôpital vétérinaire ou clinique. Ben, parfois, c'est le coup de chaud, c'est le coup de rush, comme au restaurant. Ben, on n'échappe pas à cette règle-là. Et parfois, ben, on n'a pas assez de monde au bout de la ligne. On essaye de faire notre maximum, mais c'est pas toujours évident. Donc, on est bien conscient de ça, on y travaille, on étoffe notre équipe pour le référé, on a une ligne téléphonique qui est dédiée et on pense concrètement, très concrètement, à l'horizon début 2025 à changer de logiciel, notamment pour mieux répondre à cette prise en charge des urgences que vous nous référez. Un logiciel qui est très concret dans les CHV, c'est Assistovet. Et Assistovet permet vraiment une prise en charge la plus efficiente possible de ces référés pour vous accélérer, faciliter le process, parce que on sait bien que vous êtes débordés autant que nous, et nous faciliter aussi le process pour avoir l'ensemble des coordonnées, parce que la fiche de référé, elle est fondamentale. On a besoin de ça pour connaître rapidement le problème, identifier le problème, avoir les bonnes coordonnées des gens, des patients que vous nous confiez, avoir vos bonnes coordonnées à vous, parce qu'on sait qu'un veto peut changer de crèmerie, mais cette fiche de référé, elle est fondamentale, et on va faciliter ça avec un logiciel qui aura un module référent dédié. C'est un petit peu le cas déjà dans notre logiciel, mais pas suffisamment. C'est pas assez performant. Et on voit hein, les retours que vous nous faites. On voit bien, on entend les retours que vous nous faites. Il faut qu'on soit plus performant là-dessus. On a une équipe très performante, mais il faut que l'outil aussi le soit. Et c'est notre travail en début 2025. Donc nous, on compte sur vous pour passer par ces fiches de référé. Et si vraiment on n'y arrive pas, bah, sachez qu'on a notre pôle téléphonique dédié, notre pôle référent dédié. Mais vous savez que ce n'est pas toujours facile de nous joindre. Hein. Parfois, il y a des appels où on va passer du temps bah, parce que c'est full. Il y a des moments où on n'a pas beaucoup de référés en urgence, puis il y a des moments, on ne sait pas pourquoi. On a beau étudier tous les pics d'activité, bah, par moments c'est full.
Et le meilleur moyen, c'est la fiche de référé parce que ça, on est sûr de la réceptionner et d'appeler vos clients le plus vite possible. On a un mail aussi, je vous invite à le noter. Et en face de ce mail, il y a des personnes, il y a des ASV qui sont dédiés à ça. Je vais en citer trois. C'est Manoli, Eugénie et Véronique qui sont là pour partie ce soir. Et puis, il y a toutes les autres derrière, mais ces trois personnes-là, elles sont particulièrement dédiées au référé, mais les autres viennent en soutien derrière. Donc voilà l'équipe pour recevoir l'appel téléphonique, fixer le rendez-vous. Le rendez-vous, comment on le fixe? Bien, la mission de ces personnes-là, dédiées au référé, c'est de fixer votre rendez-vous référé en priorité à nos spécialistes. Et nos spécialistes, c'est comme pour vous, c'est pareil. On a aussi des limites, c'est-à-dire que par moment, leur planning est full. Et bien, en débordement de ce planning full, c'est leurs assistants, leurs résidents, qui sont des vétérinaires expérimentés, qui ont déjà plusieurs années d'expérience dans la spécialité. Ce sont eux qui vont venir en soutien du spécialiste, mais toujours sous la supervision du spécialiste. Donc, même si ce n'est pas tel ou tel docteur que vous connaissez, parce que voilà, on commence à avoir un peu de bouteille, mais derrière, il y a une équipe de jeunes qui est hyper investie, hyper performante, et il y a toujours la supervision du titulaire derrière. C'est une équipe. Et c'est ça, je pense, modestement, la force de notre hôpital, c'est que ce n'est pas une personne toute seule au service du patient, c'est une équipe complète avec une complémentarité des équipes et la motivation de nos équipes. Donc, il y a des assistants résidents, toujours sous la supervision du spécialiste. Et le résultat, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on identifie votre nom. Évidemment, c'est vous qui nous confiez le cas. Vous avez la gentillesse de nous le confier. Vous nous faites confiance là-dessus. Donc, le moindre des choses, c'est de vous retourner le cas et donc d'assurer les meilleurs soins et de vous faire un compte-rendu téléphonique, en tout cas systématiquement un retour par mail. Ce n'est pas forcément dans les heures qui suivent. On a une tâche ici, c'est de faire le mieux qu'on peut. Donc, c'est au moins dans les 24 heures qui suivent la prise de rendez-vous. C'est notre travail. Et puis, concrètement, en urgence, qui va prendre les cas? Eh bien, ça va dépendre du moment de la journée. En journée, je vous l'ai dit, c'est le spécialiste ou bien son équipe d'assistants de résidents. Et ensuite, quand on sort de la journée, quand on est dans le cadre de la nuit, du dimanche, du week-end, du jour férié, eh bien là, on a notre équipe d'urgentistes. C'est assuré par 2 vétérinaires urgentistes, tous diplômés. Hein. Je ne parle pas de gens en études, je parle de vrais vétérinaires diplômés, vétérinaires urgentistes, qui sont assistés par un vétérinaire urgentiste encore plus expérimenté, qui lui a au moins 2 à 4 ans d'expérience en urgence particulièrement, donc un vétérinaire qu'on va dire encadrant. Et au-delà de tout ça, donc chaque nuit, chaque dimanche, chaque week-end, quand on parle que nos jeunes vétérinaires résidents sont assistés et sous la supervision de vétérinaires seniors, eh bien sachez que chaque nuit, chaque dimanche, chaque week-end, il y a 3 vétérinaires seniors d'astreinte, un en chirurgie, un en médecine interne et un en imagerie. Donc chaque nuit, vous avez le vétérinaire d'urgence a la possibilité de contacter, si besoin, en urgence chirurgicale, le docteur Saran, par exemple, je vais citer les autres après, mais c'est tel qui est là ce soir, a la possibilité d'appeler un vétérinaire spécialiste en médecine interne et un en imagerie. Et associé à ça, j'oublie pas mes ASV, nos ASV, qui sont là aussi en urgence pour réceptionner vos clients, commencer à remplir les fiches de coordonnées et s'assurer que votre nom, le nom du vétérinaire traitant est bien inscrit pour que derrière, il y ait un rapport. Parce que ce compte-rendu, donc, c'est une obligation pour nous de le faire suivre le plus rapidement possible. Et il y a, dès le lendemain de la garde, un compte-rendu qui est systématiquement envoyé. Ce compte-rendu, il est fait à l'issue d'un moment qui est fondamental chez nous, qui est un peu notre spécificité à Atlantia. On a beau faire le tour des CHV, ça, c'est aussi notre particularité. C'est qu'on assure une relève des cas de garde. Tous les cas qui ont été vus la nuit sont passés en revue le lendemain. Donc, nos vétérinaires urgentistes vont expliquer ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont vu, comment on peut améliorer les choses et faire que vous ayez une transmission la plus fluide possible, la plus efficiente possible. Donc, cette relecture de cas, elle est systématique le lendemain. Vous voyez, il y a pas mal de monde encore une fois parce que c'est aussi un moment de formation. Nos vétérinaires sont là, ils sont diplômés, mais ils viennent en complément aussi pour se former. Et ça, c'est le fait que vous nous confiez nos cas, c'est aussi de cas intéressants et source de formation pour eux. Alors l'équipe, la voilà. Là, vous avez toute la liste des vétérinaires urgentistes de première ligne. Je les remercie parce que pour la plupart, ils sont là ce soir.
assez fidèles à leur tête ici. Vous comptez bien 11 vétérinaires urgentistes que je dirais de première ligne. C'est ceux qui vont recevoir les cas en première ligne. Je ne vais pas les citer, vous avez tous les noms ici, mais vous les aurez régulièrement sur les comptes rendus. Vous les aurez régulièrement en ligne au téléphone. C'est le but, hein, c'est cette communication qui est fondamentale. Et puis, je vous l'ai dit, des vétérinaires urgentistes encadrants en soutien de cette équipe. Eh bien, vous les avez tous là. Ce sont nos assistants vétérinaires. J'en ai mis fluoré 2 en rose, docteur Bison, docteur Vignas. Ce sont des vétérinaires que vous aurez régulièrement aussi au téléphone parce que ce sont d'eux qui sont particulièrement ciblés sur les urgences. Et eux, ils vont régulièrement vous contacter également. Tous les autres aussi, vous les aurez soit pour de la médecine interne en complément des urgences, soit pour de la neurologie, soit pour de la chirurgie. Voilà les spécialités qui sont représentées au travers de ces urgences et de ces urgentistes encadrants. Et puis, je vous l'ai dit, un chirurgien d'astreinte chaque nuit, chaque week-end, chaque jour férié, un médecin, un imageur. Eh bien, je vous présente toute l'équipe de chirurgiens. Le docteur Saran, spécialiste en chirurgie, est là ce soir pour faire une des parties. Mais vous voyez qu'en fait, tous ces gens-là sont à même se rendre disponibles au téléphone la nuit pour venir en soutien, venir faire une chirurgie d'urgence le cas échéant, venir poser des drains thoraciques pour certaines fois, des choses très spécifiques pour lesquels il vaut mieux qu'il y ait un senior plus expérimenté. L'équipe de médecine interne, bah, vous la connaissez déjà, hein, elle est ici. Docteur Testo, docteur Demangeau, docteur Cazin, docteur Acobas. Vous les avez régulièrement au téléphone en ligne. Eh bien, les voici en vrai. Et la troisième équipe, c'est l'équipe d'imagerie, dont je suis fière de faire partie. Docteur Lafumade, docteur Brune, Noémie Potvin, qui est notre jeune résidente, que vous commencez à voir aussi au téléphone. Eh bien, tous ces gens-là, ces 3 pôles, imagerie, chirurgie et médecine interne, viennent la nuit si besoin pour les cas que vous nous confiez, les cas les plus lourds. Donc, c'est ça, en fait, l'équipe d'urgence. C'est pas un jeune noyé au milieu de 50 urgences. C'est une équipe au service des urgences que vous nous confiez. Et je vous remercie. Ça peut paraître condescendant, mais notre hôpital fonctionne grâce à vous. On essaye de faire du mieux qu'on peut. On est conscient de nos limites, parfois de nos insuffisances, mais c'est comme ça qu'on progresse. Et sachez bien qu'on y travaille tous les jours, tous. Donc, merci encore de votre confiance. En ce qui concerne la confiance, je remercie aussi au passage Urgovet, qui est notre partenaire pour la soirée. Urgovet prendra la parole tout à l'heure pour faire un petit topo Pilaïus sur toute cette discipline des pansements, etc. Mais on va commencer, au-delà de cette introduction de ces coulisses d'urgence, eh bien, on va commencer par on va rentrer dans le vif du sujet avec 4 disciplines. On va commencer par la neurologie, par le docteur Dutil, qui est en neurologie, qui est anciennement résident en neurologie et en passe de passer son diplôme de spécialiste européen en neurologie. Guillaume, vous le connaissez, vous l'avez régulièrement au téléphone pour les cas de neuro très complexes, et Dieu sait si la neuro, c'est complexe. Nous, on est très fiers de l'avoir là ce soir. On commence par son état de conscience qui est altéré chez l'animal polytraumatisé. Merci. Merci Hélène pour cette présentation de tout l'ensemble de la clinique. Je pense que bon, au moins ça vous permet de voir un peu tout le monde. Je pense que pour les jeunes internes aussi, ça leur permet aussi de se rendre compte qu'ils sont dans une équipe. Donc, c'est des choses qui sont assez importantes. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Je suis sûr pour la neurologie aussi en partie et pour toutes les autres disciplines. Et puis pour ceux qui sont en ligne aussi, donc on va essayer d'aborder un petit peu dans l'animal polytraumatisé en neurologie. On avait fait une première conférence avant l'été en prenant ce crash plan qui était divisé en 3 grandes parties, à la fois la moelle épinière, les nerfs et la tête. On avait abordé les 2 premières parties la dernière fois. Et ce soir, on va se concentrer essentiellement sur la tête et en l'occurrence sur le fait que son état de conscience soit altéré. Okay, donc ça, c'est notre thème de ce soir. Moi, je vais vous parler d'une chose fondamentale. Je ne vais pas forcément vous parler de la fluidothérapie, comment on va gérer un patient, pas trop mon domaine, moins mon domaine. Mais par contre, si vous avez un patient qui a un état de conscience altéré, un réflexe que vous devez avoir quand vous avez des traumatismes crâniens, c'est le score modifié de Glasgow.
c'est un point systématique. Tous les gens qui travaillent ici, quand il y a un animal qui arrive avec un trauma crânien, ma première question, ça va être quel est son score de Glasgow ou est-ce que tu as fait un score de Glasgow? Ça doit être un automatisme. Okay, donc cette publication, elle date de 2001. C'est un score qui a été développé dans les années 80, donc ce n'est pas quelque chose de tout récent, qui a été calqué sur la médecine humaine. Et en fait, ce score, chez les chiens, il a été validé. Et il est assez intéressant parce qu'il va nous donner un facteur pronostic. Et souvent, dans l'urgence, bah, c'est toujours intéressant de pouvoir dire aux gens, OK, votre chien vient d'avoir un trauma crânien, il a un état de conscience qui est altéré, mais qu'est-ce que je leur dis? Est-ce que je leur dis c'est catastrophique? Est-ce que je leur dis bah, en fait c'est peut-être pas si catastrophique, ça vaut le coup d'essayer? Ou au contraire, est-ce que je vais pouvoir aussi peut-être les rassurer un peu? Et le score de Glasgow, rapidement, il vous donne cette estimation-là. Donc, sur cette publication, vous avez une courbe qui vous montre la probabilité de survie à 48 heures en fonction du score de Glasgow. Donc, si on regarde un petit peu, la probabilité de survie, elle va être ici entre 0 et 1, donc en gros entre 0% et 100% de survie. Et ici, vous avez le score de Glasgow qui va être entre 0 et 18. Plus il va être bas, bien évidemment, plus la probabilité de survie va être basse. Et plus il va être haut, plus la probabilité de survie, elle va être intéressante. Okay, donc, ce qu'on retient souvent comme valeur, c'est qu'on a un 50% de taux de mortalité à 48 heures sur des chiens qui vont avoir un score de Glasgow à 8 après un trauma crânien. Okay, c'est une image intéressante, hein, c'est un graphe de 2001, donc encore une fois, il est un peu vieilli, mais l'idée, c'est vraiment ce dont on sert tous les jours en consultation. Pourquoi il est aussi intéressant, ce score? Parce qu'il est réalisable par tout le monde. Tout le monde, bien évidemment, il faut être un peu formé, mais ça va être les vétérinaires, ça va aussi être les ASV. Il y a eu une très bonne publication qui est très récente, juillet 2024, dans le journal de Veterinary Nurse, qui a publié justement comment faire pour que les ASV s'approprient ce score de Glasgow et qu'elles puissent réaliser un score de Glasgow. Pourquoi? Parce que le score de Glasgow, il va être intéressant aussi en termes de suivi. Pour plein de raisons, parce que ça ne va pas être tout le temps nous, les mêmes vétérinaires qui vont être là. L'équipe de nuit va le recevoir, pourra dire le score de Glasgow était de temps. Et 4 heures après, quand ils ne seront plus là, il faut que l'équipe de jour elle puisse savoir comment c'était quand il est arrivé. Est-ce qu'on va avoir une tendance qui va être à l'amélioration ou pas? Ça, c'est des infos qui vont être importantes. Donc, nous, on a des feuilles et on note systématiquement, toutes les 2 à 4 heures, le score de Glasgow avec quelqu'un qui va refaire le score. C'est quelque chose qui va être répétable, peu importe la personne qui le fait. On va développer un petit peu ce score. Donc, je vous ai dit, ça va être en fait entre 3 et 18, parce que dans tous les cas, il y a 3 catégories et à chaque fois, le plus bas, ce sera 1 point et le maximum, ce sera 6 points. Et va se dérouler en 3 temps, en 3 catégories. Le premier temps, ce sera une évaluation de la motricité du patient. Le deuxième temps, c'est une évaluation des fonctions du tronc cérébral. Et le troisième temps, c'est une évaluation surtout de l'état de conscience. Okay, donc, si on s'intéresse à la motricité, on va avoir quand même des termes qu'il faut réussir à définir, parce que c'est sûr que si vous donnez cette fiche-là à quelqu'un qui n'est pas forcément vétérinaire ou dans le monde vétérinaire, il va vous regarder, il va vous dire « Ok, moi, je ne comprends pas forcément tout ». Donc forcément, il faut avoir un petit peu cette formation. Mais c'est assez facile de se dire qu'à partir du moment où on connaît le terme hémiparésie ou tétraparésie, on va pouvoir juger si un patient il a plutôt une parésie d'un côté ou s'il a une parésie des 4 membres, ou si au contraire, il va être plutôt normal. Ensuite, c'est un peu plus simple. Déjà, on a des patients qui vont être en décubitus. Donc forcément, ils vont être sur le côté. Ça peut être éventuellement décubitus sternal, mais c'est assez rare quand même sur des atteintes de trauma crânien. Et ensuite, il va falloir évaluer justement s'il y a une rigidité des extenseurs au niveau qui va être intermittente, une rigidité des extenseurs qui va être plutôt permanente, etc. etc. Et ça va pouvoir vous donner un score que vous allez noter pour l'activité motrice. Je vais arriver sur la catégorie qui va être, alors pas forcément la plus basse, mais le score numéro 2 qui va être une posture décérébrée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir un chien dans cet état-là, mais souvent, quand il y a des traumatismes crâniens qui vont être assez importants, on a des animaux qui vont être dans un état stuporeux avancé, rarement comateux, mais plutôt stuporeux. Et on va avoir vraiment une rigidité des 4 membres et un opistotonos avec la tête qui va être en l'air. Donc ça, c'est une posture sur un animal qui va être très abattu, mais voire même semi-comateux, que vous pouvez retrouver. Et ça vous montrera une posture décérébrée. Donc ça, vous serez sur un score plutôt bas en termes d'atteinte neurologique. Il ne faut juste pas confondre avec cette posture-là. Je vous ai mis une deuxième photo.
qu'est-ce qui vous paraît un petit peu différent entre les deux photos? Est-ce qu'il y a un indice? Je ne parle pas forcément de côté scientifique, mais est-ce qu'il y a un indice qui vous fait dire peut-être qu'il y a une différence entre les deux? Loïc, je t'avais dit que je te poserais une question. Est-ce qu'il y a un indice entre les deux, toi, qui te fait pas du tout scientifique? La colonne et la tête. Ouais, la colonne et la tête. Mais la tête, en effet, le chien, il a un petit lacet. Parce que là, si vous le touchez, il essaye de vous mordre. Donc il a un état de conscience qui est complètement conservé. Il comprend très bien ce qui se passe et il comprend que si vous mettez les mains, il va vous mordre. Voilà. Donc c'est un peu la différence. Par contre, on a une rigidité des antérieurs qui est très marquée. Les postérieurs, pour le coup, sont un peu plus flasques en général et paralysés. Et ça, c'est une posture de Schiff-Sherrington sur des traumas médulaires. Okay, donc c'est important quand même d'avoir cette distinction et arriver à faire la différence entre les deux. Mais c'est un point important, un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ensuite, on a la deuxième partie qui va être l'évaluation du tronc cérébral. Donc là, pareil, il faut connaître un petit peu le jargon, mais les réflexes photomoteurs, en soi, on met une lumière sur les yeux, on regarde si la pupille se contracte. Je ne veux pas être péjoratif pour l'OFTA, surtout qu'il y a le docteur Bourguet là-bas, mais l'idée, c'est vraiment de savoir comment on réalise un réflexe photomoteur. À partir du moment où on l'a fait, tout le monde peut le faire. Okay, le réflexe oculocéphalique, c'est un petit peu la même chose. Il faut essayer de manipuler la tête et voir si les yeux bougent bien dans les deux directions. Ce qui va être un peu plus technique après, c'est quand on va rentrer dans des myosis, donc la pupille qui va être très petite, ou des mydriases, la pupille qui va être très grande. Pareil, une fois qu'on a le jargon, au pire, on trouve une fiche explicative, on se fait une petite anti-sèche pour se rappeler qu'est-ce qui est quoi si on n'en fait pas souvent. On arrivera à peu près à trouver un score cohérent sur ces fiches-là. Okay, je vous remets juste une illustration qui pour moi est assez intéressante, qui est tirée d'un livre sur les urgences neuro. En gros, quand le cerveau va bien, les yeux, ils vont être de taille normale. Pareil, ça dépend en fonction de la lumière. S'il y a une très forte luminosité, plutôt un myosis. S'il y a une très faible luminosité, plutôt une mydriase. Quand on a un traumatisme crânien, ce qui se passe, c'est que toute cette partie du cerveau, elle va commencer à être œdémaciée. Bon, il y a des saignements, il y a de l'œdème, de l'inflammation qui va être présente. Et elle va commencer à aller caudalement. Quand elle va commencer à atteindre une partie du thalamus ici, on va avoir alors, le noyau sympathique qui gère, en fait, quand il dysfonctionne, on va avoir un peu comme un Horner. C'est une des théories qu'on a. Et du coup, on va se retrouver avec un myosis. Okay, donc, cliniquement, sur les scores de Glasgow, si on les reprend, au début, on a plutôt un myosis. Okay, si l'œdème continue à se développer et commence à atteindre, après, une partie un peu plus profonde du tronc cérébral, là, c'est le noyau parasympathique. Et quand le noyau parasympathique dysfonctionne, on va se retrouver avec une mydriase. Okay, et pareil, on se retrouve dans la catégorie un peu plus basse, c'est-à-dire que l'œdème, il s'est déplacé pour aller sur des parties plus profondes du cerveau. C'est pour ça que ce score, il est aussi validé que sur les traumas crâniens. Parce que si vous avez une tumeur à cet endroit-là, votre score de Glasgow, il ne va pas être aussi intéressant. Si vous avez une inflammation qui touche tout le cerveau, le score, il ne va pas être vraiment intéressant. Par contre, sur les traumas, c'est souvent ce mode de déplacement-là. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise. Et le dernier point au niveau du score de Glasgow, c'est le niveau de conscience. Donc là, pareil, on essaie d'avoir des petites anti-sèches, mais l'idée, c'est de se dire que si on a un animal qui a un coma, donc la définition du coma, c'est ce qu'il y a après, il n'y a aucune réponse aux stimuli, même des stimuli douloureux. On se retrouve dans la pire des catégories. Si on a une stupeur, dans ces cas-là, on a souvent une réponse aux stimuli douloureux, donc c'est la définition de la stupeur ou du semi-coma. Par contre, on peut aussi avoir des stimulations auditives qui font réagir l'animal, des stimulations visuelles, et plus on a des stimulations un peu plus basiques qui stimulent l'animal, plus on va augmenter notre score de Glasgow. Et pareil, à la fin, on fait l'addition des trois, et on se retrouve avec un score sur 18. Et on tombe dans ce côté pronostic. Maintenant, il y a quand même des limites sur ce score de Glasgow. Moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est surtout ne pas vous fier à une seule valeur. Si vous avez un animal qui arrive avec un score de 5, oui, il faut dire aux gens que le pronostic, il est vraisemblablement pas bon. Vous avez ce graphique qui va vous dire qu'il y a peut-être 20-25% de chances qu'à 48 heures, l'animal va survivre. Et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas survivre. Okay, donc, c'est plutôt suivre une tendance. S'il arrive à 5, 4 heures après, il est à 6, 8 heures après, il est à 7, c'est des choses qui vont vous rassurer un petit peu. Et on va se dire, déjà, peut-être que les mesures que vous avez mises en place vont améliorer un petit peu ce score de Glasgow, mais aussi qu'on a une tendance à l'amélioration. Inversement, un chien qui arriverait à 10, mais qui 4 heures après se retrouve à 8, 8 heures après se retrouve à 6, là, c'est peut-être temps d'appeler les propriétaires pour dire que ça ne va pas vraiment très bien.
Ou alors, ça on n'en parle pas forcément, faire des examens complémentaires pour voir s'il n'y a pas d'autres choses en plus qui péjorent ce score de Glasgow. Et là, je le rappelle, c'est vraiment pour les traumas crâniens, ça a été développé pour les traumas crâniens et validé chez le chien et utilisé chez le chat. Voilà. Les autres outils, et je terminerai avec ça. Le Cored Score, justement, au niveau du scanner, bah, c'est un outil qui montre des bons résultats, aussi bons que le score de Glasgow. Donc, moi, j'ai souvent des gens, des propriétaires qui vont être assez inquiets et qui vont me dire, mais pourquoi on ne fait pas un scanner? Pourquoi on ne fait pas un scanner? Pourquoi on ne fait pas un scanner? Aujourd'hui, il n'y a pas forcément une nécessité en urgence de faire un scanner sur un traumatisme crânien. Le score de Glasgow va déjà être un très bon indicateur clinique. Si j'ai un animal qui se dégrade, et que les gens sont motivés, je vais rapidement aller sur le scanner. Pourquoi? Parce que s'il y a un saignement à décomprimer, s'il y a des fractures qui vont créer des problèmes au niveau du cerveau, bah, ça peut changer la donne d'aller rapidement en chirurgie. Et sur un chien ou un chat qui va être à 8, 10 en score de Glasgow et qui va avoir une tendance à l'amélioration, faire un scanner, souvent, ça ne va pas faire changer ma prise en charge. Donc ça, c'est un point qui est important. Il y a un autre score qui est plus pour les urgentistes, qui est l'Animal Trauma Triage Score. Celui-là, pareil, il est un peu moins bon que le Glasgow, en tout cas un peu moins spécifique, et ça reste un très bon score pour les polytraumatisés si on ne se focalise pas que sur le côté neuro. Il y a enfin, plusieurs même, mais je vous en ai mis une en dessous, qui est une publication en médecine humaine qui est très intéressante, qui vous dit qu'au final, le score de Glasgow multiplié, si on prend que la partie motrice par rapport au score de Glasgow au total, bah on se rend compte qu'en fait, on a à peu près les mêmes pronostics en faisant juste la partie motrice. C'est un point intéressant, il n'a pas du tout été développé chez le chien, mais c'est peut-être un axe de travail qui sera fait dans les prochaines années. Et je veux juste terminer par un point aussi qui est intéressant, c'est l'hyperglycémie. Jusqu'à il y a quelques années, l'hyperglycémie à l'admission n'était pas un facteur pronostic chez le chien et le chat. Ça l'est pour moi toujours pas vraiment, mais il y a une publication, pareil, que je vous ai mis ici, qui a été faite et qui montrait une corrélation entre l'hyperglycémie et le taux de survie. Alors, c'est vraiment à prendre des pincettes, c'est la seule qui le montre, alors qu'il y en a déjà beaucoup avant qui n'ont jamais montré de corrélation. Très honnêtement, j'aurais plutôt tendance à ne pas me fier à l'hyperglycémie. Encore une fois, c'est important d'avoir des choses à dire aux propriétaires, mais je ne me dirais pas il est hyperglycémique, forcément ça va être fou. Voilà. Je resterai encore un peu plus sur le score de Glasgow qui est quand même plus démontré et beaucoup plus fiable à mon avis que l'hyperglycémie seule. Et voilà, c'est des choses qui sont connues. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions sur ça? J'espère que l'idée principale de réaliser un score de Glasgow quand un animal arrive avec un état de conscience altéré sur un trauma crânien vous viendra de façon réflexe et surtout que des ASV qui ne se sentent pas forcément à l'aise avec ce score-là puissent peut-être un peu regarder et puis s'entraîner à réaliser ces scores de Glasgow parce que clairement, c'est des points qui sont extrêmement importants. Nous, aujourd'hui, moi, que ce soit des ASV, des internes, des personnes d'autres services qui doivent le réaliser, je n'ai pas de différenciation sur ma présentation sur le score de Glasgow et sur la façon dont il faut le réaliser. Donc, je pense que c'est accessible vraiment pour toutes les équipes de toutes les cliniques. Hein. Pas de questions? C'est bon? Parfait. Bon. Merci. Ça, je n'en vois pas non plus, mais si jamais il y en a d'autres, on pourra y répondre après. Et je vais laisser la parole au docteur Bourguet. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises avec la midriase et le myosis, c'est bon. Je ne vais pas me faire gronder. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je vais apporter un petit peu d'ophtalmologie dans cette conférence sur les animaux polytraumatisés. Alors, je m'excuse par avance, d'habitude, j'ai plein de jolies photos, elles sont belles, des cataractes, des ulcères, elles sont trash, et j'en ai plein. Donc, ça illustrera un petit peu cette présentation pour la dynamiser. Donc, tout ce qui est anomalie de positionnement du globe d'origine traumatique, en fait, c'est quand même des motifs qui sont assez fréquents et qu'on voit très, très fréquemment chez les animaux qui sont polytraumatisés ici. Et c'est un motif, et vous le comprendrez assez rapidement au fur et à mesure, qui est rapide dans le déclenchement d'une consultation d'urgence. L'œil sorti, ça marche bien pour que les gens arrivent rapidement. 3 cas de figure. Premier cas de figure, et ça on le voit beaucoup, alors c'est un petit peu moins dans l'animal polytraumatisé, mais quand même, les bagarres entre chiens, le petit shih tzu avec l'œil qui sort suite à une bagarre, c'est rapide. Le chat parachutiste aussi, donc du coup avec le chien aussi, mais c'est un peu moins fréquent. Et tout ce qui est AVP.
Ça, c'est mignon encore, ça va se corser un peu. Quelques petites précisions, notamment dans les différences anatomiques. Ici, j'ai mis 2 crânes. J'ai mis un crâne d'un chien dolichocéphale. Et vous voyez bien la cavité orbitaire, donc, qui est juste ici, bien large, bien profonde, typiquement le Doberman, avec un œil qu'on voit à peine, qui peine parfois est un petit peu rentré et caché derrière sa 3e paupière. Et juste à côté, j'ai mis lui, qu'on reconnaît aisément, lui, sa conformation buccale. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, ce n'est pas mon domaine, mais par contre, regardez sa cavité orbitaire et comparez-le au chien dolichocéphale. Regardez l'étroitesse de sa cavité orbitaire. Ici, sa cavité orbitaire, elle est très étroite, avec du coup forcément un œil qui est déplacé vers l'avant et très exposé, ce qui font ces fameux yeux globuleux que nos propriétaires adorent et qui sont responsables de quelques difficultés par la suite. Il y a différents types d'anomalies de positionnement du globe. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'exophtalmie. L'exophtalmie, c'est quoi? C'est notre œil, qui est de taille normale, mais qui est déplacé vers l'avant. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en arrière de l'œil, dans un contexte de trauma, le plus souvent un hématome, mais on peut penser aussi à tout ce qui est processus tumoral ou abcès. Et dans cette figure-là, l'œil est, on compare à notre côté avancé, mais par contre, il reste bien dans la cavité orbitaire et vous suivez bien le bord libre des paupières. Ça sera un point qui est important. Deuxième anomalie palpébrale, ou plutôt du positionnement oculaire, on y vient, le prolapsus du globe. Donc, ce petit chien a eu un AVP et on voit que le globe est clairement déplacé vers l'avant, avec notamment les paupières, je n'arriverai pas, les paupières qui sont entrappées derrière le globe. Le globe passe devant les paupières. On parle vraiment de prolapsus du globe oculaire. Et ces 2 anomalies de positionnement, il faudra les distinguer de celui-là, dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans un contexte d'urgence, qui est la buphtalmie. La buphtalmie, c'est un œil qui est trop gros, secondaire à une hypertension oculaire, donc secondaire à un glaucome. Autant les 2 premiers peuvent être d'origine traumatique, alors, le deuxième, clairement, celui-là, entre autres, autant la buphtalmie fait suite à un glaucome, et ce qui va être distingué, c'est la taille du globe, qui, dans le cas du petit chiot, est largement augmentée. Donc, on ne parlera pas de celui-là aujourd'hui. Petit indice, alors l'exophtalmie parfois est flagrante, on le voit chez ce chat. Alors, de face, ce n'est pas toujours si simple en fait de diagnostiquer une exophtalmie. Ce qui va vous guider, c'est le fait que l'œil est déplacé vers l'avant, qu'on a une procidence de la membrane mititante au niveau de l'œil gauche, comme on voit sur la photo ici, et on voit également que le globe est déplacé vers le haut. Mais parfois, sur les cas les plus subtils, n'hésitez pas à regarder votre animal du dessus. Parce qu'en le regardant du dessus, vous allez pouvoir apprécier l'apex du globe et le comparer d'un œil par rapport à l'autre pour pouvoir apprécier si oui ou non on a un déplacement rostral du globe et donc si oui ou non on a une exophtalmie. Donc ne soyez pas statique en face, n'oubliez pas de regarder par le dessus. Quelles sont les problématiques de ces positionnements du globe? La première problématique, c'est l'ulcère de cornée. L'ulcère cornéen peut être soit d'origine traumatique, parce que le choc peut aussi avoir touché la cornée et être responsable d'un ulcère de cornée, ou, plus souvent, secondaire à une kératite d'exposition. Le globe est déplacé vers l'avant, et les paupières ne font plus leur travail d'étaler le film lacrymal, la cornée s'assèche, la cornée s'ulcère. Donc, je vous remets cette photo-là, où on voit que la cornée de l'œil gauche est un peu abrasée. Si on mettait la fluorescéine, on aurait clairement un ulcère superficiel. Ça peut être bien plus important que ça. Ici, un chat avec un AVP également, une exophtalmie, vous voyez la sécheresse de l'œil avec tous ces poils qui sont venus se ventouser sur la cornée. Donc, ça peut être vraiment une complication importante qui peut parfois mener vers la perforation de cornée. D'où l'importance de savoir si l'animal est capable ou non de fermer ses paupières. Deuxième problématique qu'on peut avoir, l'uvéite. L'uvéite, donc inflammation intraoculaire, peut être soit liée au traumatisme en lui-même, ça c'est le cas de figure le plus fréquent, soit si on a un ulcère, rappelez-vous qu'on peut avoir une uvéite réflexe dans un contexte d'ulcère. Premier cas de figure, ce petit chat-là, on ne voit pas l'œil droit qui n'était pas normal, l'œil gauche, on voit une turbidité d'une aqueuse, on voit qu'il n'est pas normal, on voit un flocculat, on a une uvéite antérieure qui chez lui était d'origine traumatique. On peut avoir pire. D'accord, ça, c'est typiquement l'œil du chat avec l'AVP ou parachutiste, où on a un prolapsus du globe. Vous voyez que les paupières sont entrappées en arrière du globe et un hyphéma complet.
sans parler de l'hémorragie conjonctivale. Évidemment, le pronostic n'est pas le même entre le premier et le deuxième. Troisième complication que l'on peut avoir, et problématique, c'est la cécité. Je vous ai mis ici, juste après, la problématique qu'on va avoir, c'est qu'on peut avoir une cécité soit par étirement du nerf optique, soit purement et simplement par section, avulsion du nerf optique quand celui-ci est arraché. Donc, ce petit schéma vous rappelle un peu les voies visuelles. Et on voit que pour voir, il faut que mon rayon lumineux stimule ma cornée, touche ma rétine et passe dans mes nerfs optiques pour aller vers la zone de chiasma, là où les deux nerfs optiques se retrouvent. Sauf que ce nerf optique, il n'est pas extensible. Il est d'autant moins extensible chez le chat que chez le chien. Le chien a un petit peu plus de souplesse. Donc, quand le nerf optique est étiré suite à une grosse exophtalmie ou un prolepsis du globe, le nerf optique souffre du côté de l'œil atteint, mais il va également tirer sur le chiasma et peut tirer sur le nerf optique contralatéral. Et on peut parfois avoir des cécités contralatérales par étirement du nerf optique. Ou on peut avoir ça. Donc, chez ce pauvre chien, on avait un prolapsus bilatéral des globes avec le nerf optique qui était sectionné. Évidemment, le pronostic n'est pas très bon. Donc, on va partir un petit peu sur des différentes hypothèses. Et c'est vous qui allez travailler. Selon vous, ce chien, qui était un Akita pas très sympathique, comme le montre la muselière, présentait-il un prolapsus du globe, un hématome conjonctival ou une exophtalmie? Alors, je ne vous aide pas parce que je vous montre que l'œil droit, mais selon vous. Une idée? Prolapsus? Non. Exophtalmie? Non. Si on avait une exophtalmie, on aurait également une exposition conjonctivale et sclérale importante, on aurait une procidence de la membrane externe, ce qui n'est pas son cas. Donc chez lui, c'est le premier cas un peu simple, pour y aller en douceur, mais qu'on rencontre également dans des contextes animaux polychromatisés, c'est l'hémorragie conjonctivale. Les questions à se poser chez lui, la première, c'est comment est la vision et comment sont les réflexes photomoteurs? Chez ce chien, la vision est présente, réflexe photomoteur direct et indirect. Donc, quand j'éclaire cet œil-là, la pupille se contracte. Et quand j'éclaire cet œil-là, de l'autre côté, ça se contracte. Ça, c'est pas mal. Comment est le positionnement du globe? Il est à sa place, derrière les paupières et dans sa cavité orbitaire. Voilà. Est-ce que j'ai une fermeture palpébrale complète? Oui. Elle se ferme complètement. Est-ce que j'ai des répercussions oculaires? Mon test à la fluo est négatif. J'ai pas d'uvéite. Bon, c'est pas si mal. Sentir plutôt bien. Et donc, dans ce cas, le traitement va être dépendant de mon positionnement oculaire, qui, chez lui, globe en place, fermeture palpébrale, ok, très bien, on va le laisser tranquille, et des répercussions oculaires, pas d'ulcère, pas d'uvéite. Donc ça, c'est le petit cas simple. Traitement, lubrifiant, éventuellement des AINS, mais plus pour le côté analgésique que pour leur côté anti-inflammatoire. Et on va avoir une résolution spontanée de cet hématome en 7 à 10 jours. Cherchez quand même l'ulcère, cherchez l'uvite, parce que ça peut accompagner cet hématome. Et si tout va bien, on le laisse tranquille. Si on a un ulcère, on traite l'ulcère. Si on a une uvite, on traite l'uvite, bien évidemment. Mais là, il n'y a pas de fermeture palpébrale à programmer, parce que le chien est capable de fermer ses paupières tout seul. Deuxième cas. Selon vous, prolapsus, hématome ou exophtalmo? Prolapsus. On est à peu près tous d'accord avec ça. Donc, le shih tzu, hein, rappelez-vous du crâne. Donc, chez lui, première question, vision. Et après... Non, ça ne va pas bien. Réflexe photomoteur. Direct. Généralement, il est en myosis, pour les répercussions qu'on verra après. Mais par contre, le réflexe photomoteur indirect, et c'est lui qui est important pour le pronostic. Donc, je vais éclairer cet œil-là. Rien ne se passe de l'autre côté. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien faire, mais c'est déjà assez mauvais d'un point de vue pronostic de récupération visuelle. Positionnement du globe, bon, on voit bien qu'il y a un prolapsus du globe. Il est en avant des paupières. Les paupières sont entrappées derrière. On ne suit plus le bord libre. Et la fermeture palpébrale, bon, il n'y a pas trop de suspense, il n'y en a pas. Très bien. Quelles sont les répercussions oculaires de ce chien-là? Le test à la fluo, vous vous doutez bien qu'il va être positif. Il va être incapable de fermer sa paupière. Donc, on va avoir à minima un ulcère superficiel, même si le chien vient vite. La cornée est très fragile et s'ulcère très rapidement.
Et chez lui, on avait de la chance. On n'avait rien au milieu intraoculaire. Pas d'IFEMA, pas d'UVI carabiné, juste, entre guillemets, un ulcère et un prolapsus du globe qui, en soi, est déjà pas si mal. Le traitement, on a vu, il va être dépendant du positionnement oculaire. Alors, évidemment, si on a une ablution complexe, dans ce cas-là, je suis d'accord, on part sur une énucléation. Sinon, on part sur une remise en place du globe. On peut repositionner le globe. En fait, ce n'est pas qu'on va repositionner le globe, c'est qu'on va remettre les paupières par-dessus le globe, le temps que l'inflammation rentre dans l'ordre et que l'œil rentre dans sa cavité orbitale. Et ça va être dépendant des répercussions oculaires. Est-ce que j'ai un ulcère profond ou perforant? On ne va pas s'acharner sur cet œil-là. Là, je suis d'accord pour partir sur l'énucléation. Est-ce qu'on n'a pas une panuvélite sévère, comme le chat que je vous ai montré tout à l'heure avec l'IFEMA? C'est discutable. C'est-à-dire qu'on peut garder un esthétisme d'œil qui ne sera jamais complètement normal. Mais parfois, moi, je préfère faire une blépharo, et même souvent, je préfère remettre en place le globe, sauf cas catastrophique, parce que faire une chirurgie d'énucléation dans un contexte animal polytraumatisé, ce n'est pas forcément évident. On a un gros hématome orbitaire qui peut favoriser les surinfections. Ça fait un temps anesthésique qui est assez long. Donc, après, sauf cas où clairement on ne peut pas, je préfère remettre en place le globe. On le revoit 15 jours plus tard et on voit à ce moment-là si on peut le garder ou si on l'énuclée définitivement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une blépharographie temporaire, c'est-à-dire fermer les paupières en avant du globe. Celui-là, alors il y a quelques poils sur la cornée, c'est un shih tzu. On voit bien le globe qui est déplacé vers l'avant, les paupières entrappées derrière, une exposition sclérale très importante, mais peut-être un ulcère de cornée, mais les milieux intraoculaires sont sains. Ok, celui-là, il faut le remettre. Lui, ça se discute. Ça se discute. Si on voit qu'il y a une grosse perforation sclérale à cause du traumatisme, mieux vaut l'énucléer. Si ça se maintient, c'est à la discrétion du propriétaire, mais j'ai plutôt tendance à le remettre en place par précaution, pour éviter ce que je vous explique. Lui, c'est le même, mais d'une autre vue. Non, celui-là, on énuclée. On ne va pas lui imposer une blépharographie, de toute façon, il ne tiendra jamais en place parce que le nerf optique est sectionné et tous les muscles extraoculaires sont sectionnés. Alors, ce prolapsus du globe, comment on le remet en place? Quand déjà? Le plus rapidement possible. À partir du moment où l'animal est anesthésiable, remettez le globe en place. On ne va pas attendre une semaine avec son œil sorti. Vous imaginez la douleur associée à ce prolapsus du globe. Comment vous faites? Donc, dès que votre animal est anesthésiable, vous l'endormez. Tonte 2 cm autour du globe. Je vous ai mis la petite, on ne voit pas, mais la petite tondeuse Iris, Isis, bref, la toute petite, celle qui permet de tondre un petit peu plus délicat sur le pourtour des paupières. Vous désinfectez. Alors, juste pour la tonte, vous n'aurez pas tous les poils, parce que ceux qui sont cachés derrière les paupières, vous ne pourrez pas les avoir. Eh bien, tant pis, on fait au mieux. La désinfection, bétadine diluée, je vous rappelle que c'est 2% pour la cornée et pour la conjonctive, 10% pour les paupières. Donc, vous prenez une poche de 100 ml de fille, vous enlevez 10 ml, vous mettez 10 ml de solution de bétadine solution pour la 10%, vous enlevez 2 ml, vous mettez 2 ml de bétadine solution pour les conjonctives et pour la cornée. Faites un scrub chirurgical. Et en matériel, il ne vous faut pas grand-chose. Il vous faut une petite boîte de base, un Prolane 5.0, donc irrésorbable 5.0 monofilament, et une petite tubulure de perf ou un prolongateur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez sur le schéma, c'est vraiment la présentation classique du prolapsus avec les paupières entrappées derrière. La première chose qu'on va faire, c'est pas pousser sur le globe. Non, on est délicat avec les yeux. Donc, vous allez prendre un petit ciseau et vous allez ouvrir sur le canthus latéral sur à peu près 5 mm. Cette toute petite incision va vous permettre de relâcher la tension sur les paupières et pouvoir les déplier sur le globe. Si vous forcez, vous n'y arriverez pas. Donc, on incise sur 5 mm et ensuite, on déroule les paupières et on va faire 2 points en U avec des tubulures. Et regardez ici les deux schémas en bas. Hein. Ah ben voilà, ici et ici. Donc, on va faire 2 points en U, je vais vous montrer la vidéo après, en passant par 2 petites tubulures. À la différence de ce schéma, moi, je coupe la tubulure en 2. Mais ce qui est important de garder en tête, et on le voit sur ce schéma-là, c'est que c'est un point en U, mais qui en aucun cas est traversant. Parce que si vous êtes traversant, votre fil frotte sur la cornée, ça fait un bel ulcère de cornée. D'accord? Donc, ce point est vraiment dans l'épaisseur de votre paupière. J'ai mis ce petit point là, cette bottine, juste pour vous rappeler qu'il ne faut pas oublier de fermer votre cantotomie latérale. Elle vous a été utile, mais il faut la fermer. Donc, votre cantotomie latérale, il n'y a rien d'autre qu'un petit point en 8 que vous allez faire sur le bord libre
de façon à bien repositionner votre canthus. Et après, vous faites des petits points simples. En vidéo, ça donne quoi? Donc, ProLens 5.0, je commence par passer dans ma petite demi-tubulure. Moi, j'utilise une pince de greffe, et c'est cette pince qui est très utile, et je pique dans la peau, je sors au niveau du bord libre. Je ne suis pas traversante. Je vais faire de l'autre côté, je passe dans le bord libre, je ressors par la peau. On passe dans notre deuxième petite demi-tubulure, d'un côté et de l'autre. Alors, vous ne trompez pas de sens, parce que sinon, la courbe, quand c'est couvert la peau, ce n'est pas très agréable. Vous vous trompez une fois, vous recommencez, vous ne vous trompez plus finalement. Hop. On passe d'un côté, puis de l'autre. Donc, on fait vraiment un U. Et on fait le chemin inverse. Donc là, c'est facile, ce n'est pas un chat qui a un prolapsus du globe. En vrai, c'est la même technique. C'est juste qu'on a le globe qui nous gêne un petit peu. Donc, peau, bord libre, non traversant. On va faire bord libre, peau, et repasser dans notre tubulure. Quand vous avez un prolapsus du globe, au moment où vous avez fait ça, vous allez devoir tirer sur vos fils. Ce que je vous encourage à faire, c'est mettre le manche de votre bistouri pour éviter que les fils ne viennent cisailler votre cornée quand vous serrez. Parce que c'est jamais très agréable de voir le fil glisser sur cette cornée qui est déjà un peu abîmée. Attention de ne pas vous emmêler les pinceaux, ça fasse bien un point U. Et vous fermez votre peau, votre point. 2 points suffisent pour fermer les paupières. Et généralement, j'essaye de laisser une petite ouverture en région médiale, de quoi glisser un trait de pommade ou une goutte de collyre pour le fameux ulcère qui était associé. Si vous ne pouvez pas, tant pis, mais essayez dans la mesure de vous laisser une petite place. Vous voyez, avec un seul point, ma fente palpébrale est quasiment fermée. Donc 2 points sont largement suffisants. Traitement post-opératoire, donc cette blépharographie, on va la laisser en place pendant 15 jours minimum. Vous mettez antibiotique, Lactospec, Peros 10 jours. INS, si le chien ou le chat le supporte, je vous encourage à le laisser aussi pendant 10 jours. Parce qu'au bout de 5 jours, ce n'est pas suffisant. On a encore un gros hématome orbitaire. Donc il faut au moins généralement 7 à 10 jours de traitement INS, Peros, et éventuellement le traitement local par le petit trou que vous avez laissé. Quel est le pronostic? Pas bon. Si on regarde un petit peu la littérature, on dit qu'il y a à peu près 80% de récupération, de perte de vision, donc 20% de récupération visuelle. En pratique, on est plus autour de 5% de récupération visuelle. Mais par contre, c'est pas parce que le chien ne récupère pas la vision qu'il ne peut pas être confortable de son globe. Quelles complications on peut avoir? Cécité par traumatisme du nerf optique, strabisme divergent, parce que le premier muscle qui lâche, c'est le muscle droit médial, donc ça peut partir sur le côté, chose qu'on peut corriger dans un second temps. Éventuellement KCS lié à la sévérité de l'inflammation. Donc il faut être très transparent vis-à-vis de ces complications, mais malgré tout, sauf cas dramatique, je préconise plutôt de le remettre en place. Troisième cas. Selon vous? Exophtalmie, exactement. Le globe est derrière les paupières. Donc, chez lui, on voit les 2 yeux avec l'œil un petit peu plus proche. Vision, absente. Réflexe automoteur, absent. Donc ça, ce n'est pas très bon pronostic, c'est-à-dire que le nerf optique a souffert de ce traumatisme. Positionnement du globe, on le voit bien dans la photo de face, il est clairement déplacé vers l'avant, mais il reste en arrière des paupières. Donc là, on n'est pas dans un contexte de prolapsus. C'est ça la distinction entre les deux. Fermeture des paupières, à votre avis? Compliqué, voire non possible. Il y a une fente palpébrale, il y a une ouverture où la fente palpébrale ne ferme pas complètement. Et quelles sont les répercussions? Ulcère de cornée. Mais chez lui, il n'y avait pas d'uvite antérieure. Donc on avait un traumatisme, on avait un bel hématome scléral, un ulcère de cornée, mais rien dans la chambre antérieure. Donc, traitement, le globe est exophthane avec une fermeture palpébrale incomplète. On ferme les paupières. C'est la blépharographie que je vous ai montrée juste avant. Répercussion oculaire. Ici, on a un ulcère superficiel d'exposition qu'il faudra traiter avec un traitement topique. Classique d'un ulcère superficiel, en mettant un petit peu de tévénicine ou d'ophtalon dans votre coin que vous avez laissé à peu près ouvert. Pronostic, ça va dépendre. Autant pour le prolapsus,
c'est mauvais signe. Autant pour l'exophthalmie, là, on peut se laisser du temps. Et on peut avoir une récupération parce que le traumatisme a été un petit peu moins important que le prolapsus du globe. Donc, il faut laisser du temps au temps, mettre un traitement anti-inflammatoire et croiser les doigts pour qu'il y ait une récupération. Donc, pour conclure, ces anomalies de positionnement du globe sont fréquentes chez l'animal polytraumatisé. Et on est amené à le voir fréquemment chez les AVP, chez les parachutistes, chez les chiens avec des bagarres. La prise en charge en urgence doit être faite que dès que l'animal est anesthésiable. Donc, on privilégie la stabilisation de l'animal et dès qu'il est anesthésiable, on part sur la chirurgie oculaire. L'objectif, c'est maintenir un globe. Le pronostic de conservation du globe est malgré tout assez bon. Par contre, il faut être transparent sur le fait que le pronostic visuel, lui, reste malheureusement très réservé. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je vais juste redire, tu as dit avulsion, je me rappelle plus. Avulsion, c'est section. C'est section, d'accord. Avec tout est arraché. Et quand tu le vois comment en fait ça, quand tu testes alors avec des tests visuels, c'est ton positionnement de l'œil. Ouais. Ton œil, il est tenu par 6 muscles. 4, un dorsal, un ventral, un latéral, un médial, dans l'autre sens, et 2 obliques. Okay. Le premier qui lâche, c'est celui-là. Donc, tu as juste un strabisme, il y a l'avulsion du muscle droit médial. Et quand ton globe est sorti et pendouille, là, il y a plus d'un muscle d'avulsé. En fait, c'est vraiment cet œil qui est sorti comme le chien avec plein de poils. C'est bien. Mais c'est lui qui tombe. Ouais. Là, par contre, c'est mauvais pronostic. Et quand parfois on le regarde, on soulève légèrement et on voit le nerf optique qui est coupé. Pas d'autres questions? Alors, je vais juste regarder, je ne sais pas si... Non, pas de questions non plus apparemment. Donc, je passe la main à Delphine. Bonsoir à tous. Alors moi, déjà, je vous annonce que mes photos sont moins moches que celles d'Aurélie, pour une fois. Et ce soir, je vais vous parler de volet costal. Et globalement, voilà ce que vous avez. Non, c'est un petit chien. En général, il a été mordu par un gros. Et voilà le genre de mouvement qu'on peut observer. Donc, on a des mouvements du thorax qui sont en accord plus ou moins synchrone avec la respiration. Et en général, on a un commémoratif de morsure, de bagarre, et une plaie visible ou non sur le thorax. Alors, un volet costal, qu'est-ce que c'est? Il faut créer un volet dans la paroi costale. Donc, pour ça, il faut une fracture d'au moins 2 côtes adjacentes. Dans certaines publications, on parle de minimum de 3 côtes, mais en tout cas, il faut au moins 2 côtes adjacentes, fracturées à au moins 2 endroits, de manière à ce que ça crée un volet qui va être séparé de la paroi costale et avoir des mouvements incités par les mouvements respiratoires et aggravés par les mouvements respiratoires. Et on a quelque chose qui est très spécifique qui apparaît à ce moment-là. On a une respiration de type paradoxal. Paradoxal, ça veut dire que les mouvements respiratoires et les mouvements de ce volet ne vont pas correspondre et fonctionner à l'opposé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le poumon qui est du côté du volet costal va bouger avec le médiastin et avec le diaphragme à chaque respiration, ce qui fait qu'à l'inspiration, quand le thorax va s'ouvrir, le volet costal, lui, va rentrer. Et à l'expiration, au contraire, quand le thorax va se refermer, vous allez avoir une sortie de ce volet costal. Et ça va avoir plusieurs conséquences, plus ou moins néfastes pour l'animal. Vous allez avoir tout d'abord une augmentation de l'espace mort alvéolaire. Je vais juste enlever cette... On peut augmenter le volume là, non. Donc vous allez avoir une augmentation de l'espace mort alvéolaire, ce qui va créer une diminution de l'efficacité des échanges gazeux. Donc une hypoventilation et une désaturation.
ce volet, il bouge aussi également, sans arrêt. Donc, les côtes qui sont cassées, elles vont pouvoir engendrer un pneumothorax, dans certains cas un hémothorax, et puis elles viennent frotter régulièrement sur les poumons, donc vous allez avoir des contusions pulmonaires dans le meilleur des cas, voire pire, une lacération ou délacération pulmonaire. Et ajouter à tout ça, forcément, de la douleur. La douleur thoracique, elle est vraiment, c'est une douleur qui est prenante pour les gens qui ont déjà eu des fractures de côte, hein, toutes simples, sans déplacement et sans morsure, j'espère. Vous savez que ça fait mal et que ça fait mal en permanence, en fait. Et donc, votre animal qui a mal et qui a très mal, qui est en état de choc, forcément, ces mouvements respiratoires vont être beaucoup moins amples qu'ils ne devraient, et ça va aggraver ce phénomène d'hypoventilation et de désaturation. Du coup, quand vous voyez un animal, quand vous recevez un animal avec un volet, avec toute évidence un volet costal, la première chose à faire, c'est de gérer la douleur pour justement éviter l'aggravation de la désaturation. Et il faut apporter de l'oxygène parce que vous avez des poumons qui sont beaucoup moins efficaces. Donc techniquement, concrètement, vous allez apporter de l'oxygène soit par un masque, soit en mettant votre animal dans une cage à oxygène, ou directement en mettant devant son nez un tube d'oxygène. Donc dans l'ordre, il faut oxygéner, il faut calmer l'animal et calmer sa douleur, corriger l'état de choc parce que le volet costal fait en général partie d'un syndrome de choc et souvent c'est un élément et une lésion parmi tant d'autres sur l'animal mordu. Il faut réchauffer votre petit animal parce que très souvent le volet costal c'est pareil, hein, c'est sur des petits animaux et il faut immobiliser l'animal. Et je dis bien immobiliser l'animal et pas forcément le volet costal, vous verrez pourquoi après. Immobiliser l'animal, c'est simplement pour éviter qu'il aggrave ses lésions en bougeant de trop. Et là, vous faites des radios. Les radios, vous allez voir dans certains cas, ça va être très évident. Vous allez avoir des fractures de côte avec des côtes dans tous les sens qui peuvent rentrer, bouger. Vous pouvez même répéter les radios pour voir éventuellement mettre en évidence ces mouvements, mais vous pouvez avoir d'autres lésions. Quelquefois, c'est très subtil. Par exemple, cet animal, si vous prenez uniquement un cliché latéral, vous pouvez vraiment très facilement passer à côté du volet costal. Sur la vue de face, c'est là qu'on se rend compte qu'on a des côtes cassées. Donc, toujours faire vos deux vues quand vous faites une radio. Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus évident. Et là, vous avez des lésions très évidentes de pneumothorax, vous avez des contusions pulmonaires avec des fractures de côte qui sont évidents ou des déplacements des segments de côte qui vont être visibles. Et donc, en chirurgie, on va faire quoi déjà, on va se renseigner sur la littérature et sur ce qui a été fait, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. À mon époque, dixit la vieille, on nous disait toujours qu'il fallait stabiliser. Moi, on m'a appris le volet costal, il faut le stabiliser, il faut mettre une attelle à l'extérieur parce que ça fonctionne mieux. Et donc, on avait, vous voyez, des systèmes comme ça avec des bâtonnets de glace en fait et des abaisse-langues qu'on venait fixer sur les côtes. De la même façon, d'autres systèmes avec des grilles toujours fixées par des points sur les côtes de manière à faire une sorte de corset, de corset externe en fait, d'exosquelette qui maintiendrait les côtes et qui empêcherait l'aggravation de ces lésions. Alors ça, c'est d'autres techniques récemment rapportées où ils ont remplacé et mis une grille. Alors là, c'est vraiment une stabilisation chirurgicale pour le coup. Ou alors des petits cerclages. Moi, il m'est même arrivé de mettre des plaques en fait, sur les côtes en pensant que ça améliorerait. On a aussi des publications sur des façons de mettre des pansements sur les volets costaux. Mais en fait, toutes ces techniques de stabilisation externe, il a été prouvé dans cette étude qui est la plus large étude qui porte sur 27 cas de volets costaux, que le pronostic et la survie de l'animal, en fait, elle n'est pas
du tout lié à cette stabilisation que vous pouvez faire. Ce qui fait que toutes ces techniques-là, on les oublie. En revanche, je n'ai pas dit qu'on n'allait pas les opérer et qu'on n'allait pas s'y intéresser d'un point de vue chirurgical. Et d'une manière générale, quand vous avez une lésion de volet costal, ça c'est le petit chien que je vous ai montré tout à l'heure, il faut tondre. Et il faut tondre largement, parce que souvent, vous découvrez des lésions pontiformes de morsure qui sont réparties, des fois assez loin de votre hématome ou de votre point initial, et ça vous permet aussi d'apprécier l'étendue de l'hématome et d'avoir une petite idée de l'étendue de la lésion que vous allez avoir en dessous. Parce que ce volet costal, il n'est pas arrivé tout seul. En général, je vous ai dit, c'est des morsures. Et c'est des morsures de gros chiens sur des petits chiens, en général. Je ne sais pas si vous avez une idée de la pression de la mâchoire d'un chien, mais c'est très variable évidemment. Hein, pour un chihuahua, c'est 10 kg par centimètre carré, donc ça c'est rien du tout. Mais pour un labrador, ça peut monter jusqu'à 150 kg par centimètre carré. Pour comparaison, la bouche humaine, en fait, c'est entre 60 et 100 kg par centimètre carré. Mais vous avez des chiens comme les Doberman, les dogs allemands, où là ça monte à 1 tonne par centimètre carré. Donc forcément, quand vous avez un combat comme ça, enfin une morsure, on va dire, entre deux chiens, et que vous avez un chien avec une morsure, une pression de 1 tonne dans la bouche, face à votre petit Velux, le bichon, forcément, ça se finit mal. Et ça se finit en Velux le tartare. C'est à peu près l'image la plus choquante que je vais avoir la soirée. Mais retenez-la parce qu'elle est très importante. Je suis très fière de mon tartare. Mais ça, c'est important parce que si on revient sur cette lésion, dessous, c'est ça. Et c'est difficile à anticiper. Mais c'est ça tout le temps, quasiment. Là, vous voyez, vous avez des muscles qui sont mâchés, qui sont déchirés. Là, on voit même du poumon. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas comme ça, mais c'est pour vous donner une idée de la gravité de la lésion qu'on a en dessous. Il faut toujours s'imaginer que la lésion que vous avez au-dessus, c'est la partie émergée de l'iceberg, et dessous, c'est mâché. Votre gras sous-cutané va être déchiqueté, donc ne va pas cicatriser. Donc, il faut explorer et il faut aller voir ce qui se passe en dessous. Parce que vous pouvez avoir aussi des lésions pulmonaires. Comme là, par exemple, c'est un poumon qui a directement été ponctionné sûrement par la morsure ou par une côte qui est passée dedans. Vous avez aussi des fois des côtes qui sont très contendantes. Donc, je vous ai dit qu'on ne va pas chercher à les réparer en soi et à mettre un sarclage ou une plaque ou quoi que ce soit. Mais si vous avez une côte qui est très contendante et qui peut menacer de piquer le poumon, souvent, il faut qu'on vienne la couper pour améliorer le bord et éviter qu'au moindre mouvement, en fait, elle vienne percer le poumon. Parce que rappelez-vous, on a toujours cette respiration paradoxale, avec vraiment le poumon qui va venir taper à l'inverse de votre côte et de votre paroi costale. Donc là, on enlève le bout de poumon qui pose souci, hein, vous voyez, donc celui-là, de toute façon, on n'aurait pas pu le garder ni le réparer. Et on en profite à ce moment-là, tant qu'on est dans le chien, pour venir gérer la douleur. Et gérer la douleur costale de la manière la plus efficace qui soit, c'est de bloquer les points d'entrée des nerfs costaux. Les nerfs costaux, ils sont juste en arrière, vous avez le pôle vasculo-nerveux qui passe en arrière de chaque côte, et donc vous pouvez utiliser à ce moment-là un peu de BP et vous infiltrer les nerfs des côtes qui sont touchées par ces lésions. Pour rincer, évidemment. Et on a une morsure, on a un point d'entrée d'infection, on est dans un thorax, donc l'étape de rinçage, elle est primordiale. Mettre un drain, évidemment, pour plusieurs raisons. Déjà, le drain va vous permettre d'évacuer les fluides, d'assurer que vous ayez à nouveau un vide pleural, peut dans quelques fois aussi vous permettre d'instiller de l'anesthésique et faciliter le confort du patient. Et ensuite, vous refermez votre paroi costale.
du mieux que vous pouvez. On n'a pas besoin que ça soit forcément une fermeture comme quand on fait une thoracotomie. En fait, l'idée, c'est de rapprocher vos côtes et de faire qu'elles se maintiennent les unes aux autres pour éviter cet effet à nouveau de volet costal. Pour rappel, comme vous avez encore une fois les faisceaux vasculo-nerveux qui sont juste en arrière de chaque côte, il faut, quand vous passez votre aiguille en arrière de la côte, vraiment venir racler votre côte de manière à éviter d'emprisonner le faisceau nerveux notamment et de risquer d'avoir des douleurs chroniques. La mise en place du drain. Ça, c'est une petite vidéo qui tangue un peu, mais je suis désolée, mais où on voit un peu ce qu'on fait. Donc là, techniquement, dans ce cas-là, en général, on rabote un petit peu les côtes d'un coup de ciseau et on vient ensuite mettre des points aux endroits qui nous semblent opportuns de manière à venir reconstituer un volet costal qui soit solide et qui évite et qu'on arrête d'avoir ce mouvement en fait. Voilà. Évidemment, toujours du fil monofilament. On est en terrain infecté. Alors ça, c'est le cas de Somfy, le chat. Ce chat-là, avait lui un volet costal qui était beaucoup plus subtil. Vous voyez qu'on a tendu très large aussi, de manière à ne passer à côté d'aucune lésion. Donc on a un hématome en bas, mais on a un volet costal qui semble beaucoup plus réduit. Et même cliniquement, le chat était beaucoup plus en forme que Velux, le tartare. À la radio, quand même, on est allé en chirurgie parce qu'on avait un pneumothorax. On avait un emphysème sous-cutané et puis des contusions pulmonaires et un espace, vous voyez, au niveau des côtes ici, élargi. On a eu besoin d'aller en chirurgie pour vérifier qu'on n'ait pas de pneumothorax ou de communication avec le thorax. Et voilà ce qu'on a eu. Et dans son cas, la cavité pleurale semblait intacte et non pénétrée par la morsure. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas cherché à aller explorer ou quoi que ce soit. On a rincé, mis des points pour rapprocher les deux côtes, vous vous rappelez, sur la radio qui étaient espacées, et on a refermé. Dans le pronostic, je vous passe toute la revue biblio. Voilà, en gros, des articles qui sont très intéressants à lire qui donnent des idées de pronostic sur les morsures au thorax. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a toujours entre 15 et 30% selon les études de mortalité. Donc, ce n'est pas anodin, en fait, un volet thoracique. Et ce qui m'amène à la conclusion et le message que je voudrais vous faire retenir ce soir, et on va se servir justement du mot volet pour retenir les idées clés, c'est déjà le V de voir. Ce que l'on voit n'est pas forcément ce que l'on a. Donc pensez toujours à tondre largement et à penser, enfin rappelez-vous de ce petit chien tartare, parce que c'est très souvent le cas. Le haut de oups, attention, on a toujours tendance à sous-estimer à la radiographie les lésions qu'on a réellement. Le L de létal, on a une mortalité selon les articles qui est entre 15 et 27%. Donc prévenez toujours les propriétaires de l'éventualité que ça se passe mal derrière. Le E de exploration chirurgicale vivement recommandé. Surtout si on a donc un volet costal, une plaie pénétrante, des fractures de côte et de multiples fractures de côte, et des côtes qui ont bougé, des contusions pulmonaires visibles, un pneumothorax, ou dans certains articles, en fait, ils estiment qu'à partir du moment où on a 3 lésions radiographiques ou plus, il faut absolument aller chirurgicalement explorer. Et le T de tombe. Parce que c'est vraiment votre premier outil diagnostique, en fait, c'est la tombe très large. Voilà. Je vous remercie, et si vous avez des questions. Du coup, si on rencontre un gars comme ça en clinique généraliste, c'est qu'on fait souvent une chirurgie, on fait du coup oxynothérapie,
méthadone ou morphine, Oui. je suppose. Ouais, il faut gérer la douleur en premier. Et souvent, quand on gère la douleur, l'animal va retrouver des mouvements respiratoires un petit peu plus longs. Il va se calmer aussi. Et oui, il faut d'emblée. La bénédiction, c'est. Ouais. 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 Quand vous avez parlé d'immobilisation, c'était en cage. En cage, oui. Ok. En cage, éviter. Oui, en cage est plutôt restreinte de manière à ce que l'animal ne puisse pas trop se déplacer et aggraver par les mouvements le volet. Mais dans les faits, ils sont tellement en état de choc et on les met dans une cage et c'est des animaux en général. Et par rapport au transport, je pense que moi, c'est pas qu'il y a ici. Oui. Transport, est-ce qu'il y a un particulier Il faut que l'animal soit confortable avant de partir et mettre l'animal dans la situation la moins stressante pour lui, donc en fait dans une caisse de transport ou un panier de manière à ce qu'il soit positionné ou pour un chien qui puisse se mettre facilement sur le côté qui fait pas mal, mais après, c'est pareil, idéalement, il faudrait les garder au moins en décubitus sternal parce qu'ils ont tendance à se mettre sur le côté qui fait pas mal. Du coup, ils compriment en fait par la téléctasie le côté des poumons qui pourrait leur servir le plus. Mais j'ai envie de dire, il faut faire au mieux. Mais c'est surtout gérer la douleur avant. Voilà, merci. Alors, passer après les yeux exorbités du docteur Bourguet, le tartare épouvantable de Delphine Saran avec de l'imagerie, c'est vraiment c'est pas évident. Je vais essayer de vous tenir en haleine quand même pour cette fin de soirée, et d'autant plus que l'imagerie, ça se passe dans le noir. Donc là, on est tous dans le noir ici. Je vous invite à vous mettre dans le noir chez vous. Effectivement, nous sommes des hommes et des femmes de l'ombre en imagerie. Alors là, l'animal polytraumatisé, il a mal au ventre. De quoi s'agit-il? Eh bien, on remet dans le contexte, hein, on les a tous évoqués, mais on va se les remettre en tête parce que quand on fait de l'imagerie, on aime bien quand même avoir un contexte. Ça peut être des traumas pénétrants de la cavité péritonéale, toute plaie provenant de l'extérieur ou de l'intérieur de la cavité abdominale qui traverse le péritoine. Ça peut être des plaies par morsure, on les a vues juste avant. Ça peut être des empalements à des corps étrangers perforants, des balles aussi, des plaies provenant de l'œsophage, parfois des corps étrangers type brochette qui viennent empaler la cavité abdominale, perforer l'œsophage au passage, pourquoi pas. Mais nous, on va parler vraiment de l'abdomen. Et puis, vous avez tous les traumas abdominaux fermés, notamment qui concernent les impacts à haute vélocité. Donc, sur ces accidents, ces traumas, ces crash plans, ces traumatismes voiture, accidents de voiture, ces chutes, ces animaux parachutistes et des morsures sans plaie. Delphine vous en a montré déjà quelques-unes. C'est ça le contexte. Et comment on va procéder? En imagerie, on va se rendre compte qu'il y a quand même un intérêt des radiographies. Parce qu'on parle beaucoup d'échographie maintenant, et je vais devoir en parler après parce qu'on va voir beaucoup plus de choses à l'échographie, on va être beaucoup plus sensible sur certaines affections dans ce contexte de polytrauma. Mais les radios, quand même, en première intention, des radios simples, abdominales, face profil, peuvent avoir grand intérêt, comme ici. Ce plomb ici, c'est le plomb de fameuses carabines à air comprimé qui ont bien ce petit aspect dit en chapeau de gendarme, à ne pas confondre avec des plombs qui sont souvent, les petits plombs qui sont souvent atraumatiques. Ceux-là sont très traumatisants. Et ceux-là, il faut bien les considérer dans la cavité abdominale. Et pour ce faire, vous ferez bien une face, un profil. Parce que parfois, vous avez l'impression que cette balle est dans l'abdomen, alors que finalement, elle est en sous-cutanée, en position sous-cutanée. Il va falloir la localiser en position abdominale. En revanche, si elle est bien dans l'abdomen, il est très rare qu'elle ne fasse pas de grands dégâts. Et elle est très rare qu'elle ne rencontre pas d'intestin au passage et qu'elle ne perfore pas des intestins grêles susceptibles d'entraîner une péritonite septique. Donc, on va très bien les voir. Et quand vous avez notamment, je pense à ces chats en période de chasse, mais pas que, ces chats qui arrivent en état de choc terrible sur la table, vous ne voyez pas forcément de plaie extérieurement, tout au plus parfois un petit peu de poils collés.
Faites un catogramme, le fameux catogramme, parce que la balle, elle peut être rendue dans la patte avant, mais elle a le droit d'avoir traversé déjà tout l'abdomen au passage. Donc, un catogramme, c'est l'exception pour laquelle on va pouvoir faire une radio vraiment de tout le chat dans ce contexte-là. Et puis, ces fameuses lésions d'éventration, abdominodéventration, regardez cette perforation de la cavité abdominale, vous avez la paroi musculaire qui a cédé, et vous voyez très bien sur l'incidence ventro-dorsale le passage des intestins en position sous-cutanée qui se tendent bien au-delà de la cavité abdominale. Là, je n'ai pas besoin d'écho pour préciser et visualiser l'éventration. En revanche, l'échographie, elle va m'intéresser pour ce qui est des dégâts potentiels sur l'intestin. Est-ce qu'il y a des anses qui sont séquestrées dans la hernie? Est-ce qu'il y a une péritonite? Est-ce qu'il y a déjà des bactéries gazogènes, un pneumo-abdomen? Ça, on verra ça à l'échographie après. Et justement, quand on parle de gaz libre dans la cavité abdominale, qu'est-ce qu'on voit bien à la radio? C'est ce fameux gaz. Alors, le gaz digestif, ok, c'est une chose, on a l'habitude de le voir, mais le gaz, quand il est libre dans la cavité abdominale, en dehors des anses intestinales, regardez ici un beau pneumopéritoine, on voit très bien, ce n'est pas du gaz emprisonné dans les intestins, c'est du gaz libre dans la cavité abdominale. Ici, en très grande quantité encore, on n'est pas dans l'estomac, on n'est pas dans le sécum, on est libre dans la cavité abdominale, un pneumopéritoine. On détaillera les différentes causes de pneumopéritoine. Ici, un cas très particulier, c'est un chat qui avait été mordu par un chien. Delphine vous a montré les images abominables, ça peut donner ça, avec du gaz emprisonné, en position sous-cutanée, en région périnéale, mais aussi en région abdominale. Regardez toutes ces petites bulles de gaz qui circulent autour de la vessie, autour du côlon. Là, on n'est pas dans le côlon, on est bien en dehors. Ce n'est pas non plus une cystite emphysémateuse, on est bien au-delà des organes digestifs et urinaires. Là, ça sent au contraire l'emphysème, entre guillemets, mais emprisonné dans la cavité abdominale. On va vers des bactéries gazogènes et probablement une péritonite gazogène. Donc le gaz, on le voit très bien à la radiographie, c'est intéressant de les faire dans ce contexte-là. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On peut voir des péritonites quand elles sont assez importantes. Il faut qu'il y ait pas mal de liquide pour commencer à mettre en évidence nos péritonites à la radio. On prend la radio de gauche, qu'est-ce qu'on voit? On constate bien la perte de contraste abdominal. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Les signes d'inflammation. On parle de péritonite, donc on parle d'épanchement, perte de contraste, mais on parle aussi d'inflammation qui se traduit très bien ici. Regardez par ce petit plissement, ce petit festonnement des anses intestinales grêles ici, même le côlon est un petit peu festonné, c'est tous les signes de la péritonite, perte de contraste abdominal et ces petites irrégularités de la paroi digestive ici. À droite, une péritonite plus importante. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, vous avez la perte de contraste abdominal, mais vous avez même le contraste rétropéritonéal qui disparaît ici. Normalement, je vous rappelle que dans l'espace rétropéritonéal, en position sous-lombaire, vous apercevez normalement, vous distinguez très bien les contours des reins. Or là, quand vous regardez, les reins, on les devine à peine parce que même le contraste rétropéritonéal est perdu. C'est le témoin d'une péritonite très avancée. C'est tout ce qu'on va pouvoir dire. Oui, on a des signes évocateurs de péritonite sur ces radios. Mais d'où vient cette péritonite? Ça, il va falloir aller préciser les choses. Autre contexte qui peut être intéressant en radiographie, on est orthopédiste, on met en évidence un grave trauma du bassin. Regardez ce bassin qui est explosé. Là, il va falloir se poser une question, au-delà de savoir, et ça, je ne vais pas pouvoir répondre moi-même, comment réparer ce bassin. Je serais bien incapable de le faire, je ferai appel à mes collègues, mais moi, je vais me poser une question en urgence. Au-delà de ce bassin, quelles sont les lésions des organes internes, et en particulier des voies urinaires basses? Quelles sont les lésions possibles sur l'urètre, sur la vessie? Parfois, pas que. Ça peut être des lésions coliques au travers d'un fragment osseux. Ça peut même être parfois des perforations vaginales sur des chiennes. Donc, attention, il faut toujours s'interroger sur ces traumas du bassin, sur les potentielles lésions urinaires ou en tout cas urogénitales, voire même coliques. Et vous voyez les chiffres, alors c'est variable selon les études, mais quand même, certaines études montrent qu'on est jusqu'à 40% d'uro-abdomen sur ces fractures, sur ces traumas du bassin, et des ruptures urétrales très fréquentes sur les fractures du bassin chez les chats. Donc, on recommande dans ces cas-là, systématiquement, sur ces polytraumas, notamment du bassin, avant d'envisager une chire du bassin,
d'aller faire une étude avec produit de contraste, d'aller marquer les voies urinaires pour être sûr qu'il y ait bien une intégrité des voies urinaires. Parce que réparer ce bassin, c'est un travail d'orfèvre. Hein. Et ils sont capables de ça, mes collègues chirurgiens. Mais réparer un bassin, si vous avez une fuite d'urine qui ne se voit pas au début, vous faites un bilan rénal classique. Vous avez un chat qui soit jeune ou vieux, vous allez vous faire une petite urécréate avant d'opérer l'animal. L'urécréate sont dans les normes. La belle affaire, cette urécréate, elle va augmenter au bout de 3, 4, 5 jours, parfois lors de lésions urétrales. Vous pouvez passer tout à fait au travers de cette lésion et de cet uro-abdomen, ou en tout cas de cette fuite d'urine dans le bassin, et pensez que vous allez pouvoir opérer dans de bonnes conditions. Donc attention, un bilan rénal n'exclut pas une fuite d'urine. Un animal qui urine, normalement, n'exclut pas non plus une rupture urétrale. Une vessie palpable n'exclut pas non plus une rupture urétrale. Donc, quand vous avez ça, la clinique, le bilan sanguin ne permettent pas de garantir l'absence de fuite. Il va falloir faire une étude de produit, avec produit de contraste. On va voir ça après. Au-delà de la radio, eh bien, c'est tout l'intérêt de l'échographie. J'ai bien mis l'échographie au chevet du patient. En anglais, on parle de POCUS, Point of Care Ultrasound. Ça veut dire qu'on va... L'animal est tellement instable, Delphine vous l'a dit, ce sont des animaux particulièrement instables. Eh bien, on va acheminer l'échographe auprès du patient. Même un échographe de faible qualité, peu importe, ce qu'on veut voir en premier, dans les quelques minutes qui suivent l'arrivée de ce patient en état souvent instable, voire même critique, la première chose qu'on va vouloir voir, c'est est-ce qu'il y a de l'épanchement? Est-ce qu'il y a un épanchement abdominal? Eh bien, pour ça, vous avez 4 cadrans à respecter. Premier cadran, vous positionnez votre sonde d'échographie. Alors attention, vous n'avez pas besoin de matériel, je vous l'ai dit, c'est une sonde, c'est un matériel d'écho vraiment bas de gamme. Pour le coup, je ne vais pas vous demander d'investir très fort dans un échographe là-dessus, mais un échographe bas de gamme. Et regardez, mon animal, il n'est même pas tondu. Il n'est pas tondu, je vais juste écarter les poils et mettre beaucoup d'alcool. Ça va me permettre d'avoir un contact bien parfait entre la sonde et la peau et une bonne visualisation de mes images ici. Donc, première fenêtre, hépatodiaphragmatique. On vise le foie, on va orienter un peu notre sonde comme je le fais. Je remonte d'un cran pour eux, hop, comme je le fais ici, en direction du foie. J'aurais dû prendre une estrade. En direction du foie. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit très bien que mon foie n'entretient plus du tout de contact avec le diaphragme qui apparaît ici. Et pour cause, vous avez de l'épanchement anéchogène qui vient séparer le foie de mon diaphragme. Alors, au-delà de ça, regardez, il y en a beaucoup. Parfois, c'est juste une lame d'épanchement. C'est ça le plus souvent. Fenêtre hépatodiaphragmatique positive. Première fenêtre positive, on a une fenêtre d'épanchement. On circule dans le sens des aiguilles d'une montre et on va aller à gauche, au contact, on va aller cibler la fenêtre spléno-rénale. Spléno, vous avez la rate en haut de l'écran et le rein gauche qui est juste en bas, ventralement à cette rate. Et qu'est-ce qu'on voit? Là, c'est intéressant cette image parce qu'on a 2 types d'épanchement. Plus précisément, on a 2 localisations d'épanchement. Vous avez un épanchement flèche verte qui est péritonéal, abdominal. La rate baigne dans un peu d'épanchement péritonéal. Et puis, vous avez un autre épanchement. Et celui-là, il ne faut pas se planter. Il est intéressant, celui-là. Regardez, en forme de triangle au pôle caudal du rein, ici, c'est un épanchement rétro-péritonéal. Ce n'est pas la même chose. L'épanchement péritonéal versus rétro-péritonéal, je vous rappelle que les reins sont logés dans un espace à part, l'espace rétro-péritonéal. Quand vous avez un épanchement à cet endroit-là, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans la loge rénale. Il s'est passé quelque chose au niveau du rein. Est-ce que ça a juste saigné, c'est juste un hématome? Ou est-ce que c'est déjà le signe d'un arrachement de l'urtère? C'est possible, ça. Eh bien, surveillez bien cet épanchement rétro-péritonéal. Il ne faut pas le voir s'aggraver dans les 24-48 heures, parce que ça deviendrait de plus en plus suspect, et peut-être même suspect de fuite urétérale, d'arrachement haut. Ça arrive. Donc, attention à bien distinguer ces 2 types d'épanchement. Troisième fenêtre, on descend, on va tout en bas de l'abdomen, et on va les cibler facile, la vessie. Cette petite vessie, cette petite poche anéchogène, regardez cet épanchement dorsal à la vessie qui a cette forme de triangle anéchogène. C'est à cet endroit-là souvent qu'on va le voir, le petit épanchement. Regardez bien à 2 fois, parfois il est tout petit.
Tout petit triangle anéchogène, fenêtre positive. On en est à notre troisième fenêtre positive, la fenêtre cystocolite. Et puis la dernière, on finit notre tour de montre, sens des aiguilles d'une montre, pour aller voir la fenêtre hépato-rénale, mais cette fois du côté droit. Et vous voyez bien cet épanchement très volumineux ici chez ce chien qui vient séparer le foie du rein droit. Alors que normalement, les deux organes sont parfaitement imbriqués l'un dans l'autre. Normalement, le rein s'inscrit dans l'empreinte rénale hépatique, les deux s'épousent parfaitement. 4 fenêtres positives d'épanchement, ça va nous dire quoi ça? Ça va nous dire que déjà probablement ça saigne. C'est le premier type d'épanchement chez nos animaux, c'est les fameux hémo-abdomènes traumatiques. Ça saigne, puis ça saigne fort, parce que ça saigne sur 4 fenêtres. Ça veut dire qu'il va falloir surveiller ça. Il va falloir le surveiller dans les heures qui suivent, il va falloir le surveiller à l'échographie le lendemain, vérifier que ça ne s'aggrave pas dans les heures qui suivent ou même le lendemain. Tant et si bien que parfois, si vous voyez s'aggraver ces épanchements et que vous voyez votre hématocrite baisser, ce sont des animaux qui potentiellement vont justifier d'une transfusion. Donc faire cet écho POCUS, anciennement FAST, ça vous donne plein d'indices sur la sévérité du traumatisme abdominal. Ça a duré quelques minutes. En 5 minutes maximum, vous avez fait vos 4 fenêtres et vous allez pouvoir annoncer un pronostic à Mme Michu et lui dire, Mme Michu, ça craint, ça craint, il y a 4 fenêtres positives, ça saigne beaucoup. Votre chien, il est blanc comme un linge, je vois son hématocrite s'effondrer. Préparez-vous, on n'est pas à l'abri d'une transfusion. On n'aura peut-être pas besoin de la faire, mais au moins on l'a préparé. Et ça, c'est quelques minutes d'examen. Au-delà de ces épanchements sanguins qui sont peu inflammatoires, on peut avoir des épanchements très inflammatoires, notamment sur des péritonites. Je pense à ces péritonites urinaires. On parlait de l'uro-abdomen. Regardez ce petit chat là. Zézette, il s'appelait, je me souviens. Delphine, je suis sûre qu'elle s'en souvient de Zézette. Zézette qui avait une fuite urinaire terrible, à des arrachements des uretères traumatiques. Eh bien, ça, c'est l'écho de Zézette. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est véridique. Les gens ont beaucoup d'imagination parfois. On voit un épanchement échogène. Regardez bien cet épanchement. Il n'est pas noir, il est échogène dans ce sens où il y a plein de petites ponctuations échogènes qui flottent dedans. Regardez, ça veut dire que c'est un épanchement cellulaire. Ça ne veut pas dire que c'est un épanchement septique, forcément, mais ça veut dire cellulaire, donc très probablement inflammatoire. Ok, deuxième indice de l'inflammation, regardez ces intestins. Tout plissé, tout festonné, tout irrégulier. Ce n'est pas un corps étranger linéaire. C'est pas un corps étranger linéaire, pourquoi? Parce que si vous regardez la séreuse, elle reste bien rectiligne. Toutes les couches sont festonnées, mais pas la séreuse. Elle est bien rectiligne. Donc ça, c'est le signe d'une entérite, d'une très forte inflammation de l'intestin. Ce n'est pas un corps étranger linéaire où carrément on aurait toutes les couches plissées en accordéon. Ici, pareil, un intestin en souffrance, forte entérite. Regardez, toutes les couches, sauf la séreuse, sont festonnées. Fort signe d'inflammation. La graisse également. Si vous regardez cette graisse abdominale, cette graisse péritonéale, elle est anormalement échogène, très inflammatoire, d'aspect très inflammatoire, hyper échogène. L'épanchement, la graisse échogène, les intestins en souffrance, tout ça, ce sont des signes de péritonite. On a parlé des hémo-abdomènes à l'écho, ou des épanchements de manière générale. On a parlé des signes de péritonite. Il y a un signe échographique que je veux absolument que vous sachiez reconnaître, c'est celui-là. Ce signe-là, regardez bien, à la surface de la rate, ici, contre le péritoine, vous avez, qu'est-ce que c'est en haut? Du gaz. Vous avez ce qu'on appelle des artefacts de réverbération. C'est du gaz. Mais c'est du gaz, regardez, ce gaz, il est où? Est-ce qu'il est dans l'intestin? Là, oui, mais là, il est collé contre le péritoine. Ça veut dire qu'avec la pesanteur, la gravité, le gaz remonte contre le péritoine. On est hors contexte de chirurgie, on est hors dehors d'un post-op abdominal. Vous n'avez pas opéré ce chien, il est en polytrauma, il arrive, il a mal au ventre, et vous voyez ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre chien, il a quoi? Un pneumopéritoine. Et dès lors, si vous avez un pneumopéritoine, eh bien vous allez pouvoir suspecter, selon le contexte, une perforation digestive, un trauma de la paroi abdominale. Si vous ne l'aviez pas vu, peut-être faire des radios au passage. Perforation digestive, ça peut être des ulcères perforants. Contexte hors traumatique, c'est assez fréquent.
mais ça peut être aussi des corps étrangers perforants, digestifs. Des ruptures vésicales peuvent aussi faire ça. Attention, extension de pneumothorax aussi, on peut avoir un pneumopéritoine. Donc le pneumopéritoine, vous l'avez physiologiquement en post-opératoire dans les 15 jours qui suivent votre chirurgie abdominale. Mais en dehors de ça, c'est pas bon du tout. Ça veut dire que vous avez de l'air libre dans la cavité abdominale et qu'il va falloir aller checker toutes ces possibilités-là. J'ai oublié l'abcès, la nécrose sur des bactéries gazogènes. Ça va libérer du gaz comme ça. Le pneumopéritoine. Alors, quand on a fait notre écho POCUS, on a décelé des penchements, des signes d'inflammation, peut-être même un pneumopéritoine, mais justement, notre travail à nous, ça va être d'en trouver l'origine. On sait qu'il y a un polytrauma, on sait qu'il est en souffrance, il a un abdomen aigu, mais qu'est-ce qui le rend aussi mal que ça? Eh bien, dans ce contexte traumatique, sur cette étude-là, trauma du bassin, je l'ai pris celui-là parce qu'il est vraiment intéressant, parce qu'on est focus sur la fracture du bassin parfois épouvantable, mais il ne faut pas oublier tout ce qui se passe dans l'abdomen. Et ce n'est pas négligeable. Regardez, c'est un tiers des cas. Un tiers des cas qui vont présenter un hémo-abdomen, un uro-abdomen possiblement, c'est quelques pourcents, mais ce n'est pas négligeable. Si on passe à côté, ça va coûter très cher à l'animal. Et puis nos péritonites septiques, même nombre de pourcentage que les uro-abdomens. Donc on va aller chercher les causes. Et je vous rappelle que l'imagerie, elle est intimement liée à la médecine interne et à l'urgence, mais je dirais à la médecine interne. Il faut connaître ça par cœur, il faut l'avoir en tête quand on a un épanchement. Ce n'est pas l'écho directement qui va vous dire le type d'épanchement, c'est vraiment la ponction et son analyse. Un épanchement septique, il va falloir mesurer la glycémie et la comparer au taux de sucre dans l'épanchement. Avec cette variabilité-là, quand vous avez un épanchement septique, les bactéries consomment le sucre. Donc, dans l'épanchement, vous avez un taux de sucre qui diminue par rapport à la glycémie. Et quand vous avez un uropéritoine, vous allez le confirmer. Pareil, on va quantifier la créate dans l'épanchement. Le potassium aussi, il ne faut pas oublier de le faire, c'est un détecteur précoce de l'uroabdomen et on va le comparer au taux dans le sang. La bile, elle va être explosée dans l'épanchement abdominal quand c'est un bilo-abdomen. Quand c'est une péritonite biliaire, vraiment, vous allez avoir un épanchement souvent très verdâtre et la bile va être explosée par rapport à celle du sang. Et puis le sang, c'est quand même du sang, c'est reconnaissable, mais on peut faire toutes nos analyses comme on a l'habitude de les faire. Donc, reconnaître, aller chercher une origine, ça passe par l'analyse de l'épanchement. Et après, à l'écho, on va aller au-delà du POCUS. On va aller examiner nos organes. C'est un hémo-abdomen. Qu'est-ce qu'on va aller cibler en priorité? La rate et le foie. Ce sont les deux organes qui vont saigner en priorité. Je vous ai mis ici un hémo-abdomen avec une fracture de la rate en haut à gauche. Regardez cette rate qui est hétérogène, mais pas de n'importe quelle manière. Vous avez le signe de la fracture, vraiment, elle est traversée par cette bande hypoécogène irrégulière qui laisse suspecter qu'elle puisse être traumatisée avec vraiment une fracture, d'où cet épanchement massif. C'est encore pire en bas. Regardez cette bande traversante, là, cette bande hypoécogène ici, qui vient traverser la rate de part en part, en plein milieu. Ça peut saigner fort. Parfois, vous allez même disloquer la rate. Hein, et ça, dans ces cas-là, ça peut aller jusqu'au bloc. Ce n'est pas systématique. Curieusement, ce n'est pas si fréquent que ça que mes collègues aient à aller sur des fractures spléniques en chirurgie, mais ça va saigner fort et quand même souvent on est obligé de transfuser dans ces cas-là. La rate, le foie. En bas à droite, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, mais au bout de ma flèche, on a chez un jeune chien un parenchyme hépatique qui est très hétérogène sous la vésicule biliaire, juste au-dessus. Ici, la vésicule biliaire et juste en dessous, le parenchyme très hétérogène. Ce n'est pas normal dans ce contexte traumatique et ça laisse suspecter effectivement un hématome sur ce foie. Et puis pour finir, je vous montre celui-là. On commence par voir un rein, mais en fait, on n'a de cesse que de voir un rein. Regardez bien le début du film, le rein, on a l'impression d'avoir tout. Puis on va aller caudalement et on a un autre morceau de rein, complètement disloqué. Tellement disloqué que quand on continue l'examen, effectivement, il y a de l'épanchement rétropéritonéal. Et puis, si vous mettez un coup de Doppler là-dessus, au début du film, on a un beau signal couleur Doppler. C'est bien vascularisé là, dans le cœur du rein. Puis regardez le cortex, la médula. Il ne se passe quasiment plus rien. Vous voyez comme ce cortex, il est anormalement sombre, hypoécogène. Ce n'est pas du tout normal, ça. Un cortex, c'est hyper écogène, plutôt écogène. Là, tout est noir.
Le cortex est aussi peu échogène que la médulla. C'est pas du tout normal. C'est le signe du traumatisme. Ça, c'est un rein qui a été écrasé, complètement écrasé. C'est un chien d'écurie qui s'était pris un coup de pied de cheval en plein dans le rein droit. Et aucun signe extérieur, hormis l'abdomen aigu, évidemment. Il n'a pas été opéré. Il s'est remis médicalement, avec une bonne gestion médicale, comme Delphine vous l'a dit. Il n'est pas passé au bloc, ce chien-là. Et la vascularisation s'est remise en place progressivement. En quelques semaines, on l'a suivi. Mais pensez bien, au-delà de l'épanchement, à aller bien observer tous vos organes, parce que parfois, on peut avoir des surprises. Et celui-là, au début, on a l'impression que le rein était normal. Pas du tout. Si ce n'est pas du sang, je vous l'ai dit, dans 4% des cas sur ces fracturés du bassin, ça peut être de l'urine. Et parfois, exceptionnellement, on a la chance de voir directement la brèche vésicale à l'écho. Ici, vous avez un épanchement, on n'a pas manqué de le ponctionner, de l'analyser, c'est bien de l'urine, c'est confirmé. On passe un tour en écho au niveau urinaire et on voit que la paroi vésicale est anormale ventralement. Ici, vous avez une lésion hyperéchogène traversante, une bande hyperéchogène qui vient faire que la paroi perd sa structure en couches. C'est tout le signe possible d'une brèche. Je dis bien possible, parce que ça, moi, ça peut être juste un hématome pariétal, et puis ça peut être une brèche, une vraie brèche. Je ne manquerai pas, au-delà de l'échographie, de revenir à la radiographie, toute simple, mais cette fois avec produit de contraste. Il va falloir qu'on fasse une étude avec produit de contraste, qu'on mette sous pression dans l'appareil urinaire le produit de contraste. On utilise un produit iodé que je vous conseille de diluer à moitié, et la dose, c'est de 5 à 10 ml kg au travers d'une sonde. Alors moi, j'aime bien utiliser les sondes de Foley. En général, on est sur 6 French, 8 French. Pourquoi j'aime bien utiliser les sondes de Foley? Parce que ces sondes-là, elles permettent d'avoir une étanchéité de l'appareil urinaire. Or, je veux injecter sous pression. Je veux qu'en aval, le système soit clos. Je veux injecter mon produit sous pression parce que sous pression, c'est le principe de la chambre à air. Chut, ça va fuir. Si on n'est pas sous pression, ma vessie, elle va rester petite, peu dilatée. Je vais me dire, bah non, ça ne fuit pas. Il n'y a que sous pression que ma vessie va laisser s'échapper l'urine. C'est exactement ce qu'on voit là. Celle-là, si on ne la met pas sous pression, ben on peut très bien manquer la brèche pariétale crâniale. Donc, retenez bien le volume, retenez bien la dilution. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de produits iodés, mais retenez bien ce système clos sous pression. Autre indication de ces urétrographies rétrogrades avec produit de contraste, donc urétrographie rétrograde, c'est des brèches vésicales, mais c'est aussi des brèches urétrales. Chez ce mâle ici, ce n'est pas n'importe quelle brèche, hein. C'est une brèche prostatique. Chien polytrauma, il s'est pris une voiture, celui-là, c'est une brèche de l'urètre prostatique. Et là, ça, c'est la galère, parce que autant l'urètre périnéal peut être un peu plus aisé à réparer, autant l'urètre dans une prostate, chirurgicalement, c'est un vrai challenge. Donc, c'est important de bien localiser la brèche pour ensuite amener le chien en chirurgie. Ce n'est pas le même pronostic en termes de chirurgie. Celui-là, quand on dit polytrauma, paf, un coup de sanglier dans les fesses. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais ça ne s'était pas bien passé pour lui. Vous faites une écho, vous ne voyez rien, pas d'épanchement, mais le chien urinait un petit peu de sang. Et puis, il avait un petit hématome au niveau du pelvis. Donc, on a quand même pensé, comme on est scrupuleux, à faire une rétrograde. Et effectivement, vous avez une belle brèche à aller réparer chirurgicalement ici. Dernière possibilité d'épanchement, les fameuses péritonites. Je vous ai mis celle-là, péritonite biliaire. Un chien peut avoir une fuite, un uro-abdomen avec une vessie pleine. Un chien peut avoir une péritonite biliaire avec une belle vésicule biliaire pleine. C'était bien de la bile à l'analyse et c'était bien une brèche pariétale biliaire. Attention, le piège. Et puis parfois, eh bien, vous allez avoir des cas de figure vraiment particuliers. Vous allez avoir sur des traumas, des ruptures, ça ne marche pas, mais on va le mettre, des ruptures pancréatiques. Alors, ici, l'image échographique avec le pancréas qui est anormalement hypoéchogène, entouré d'une graisse hyperéchogène, de l'épanchement. Je suis désolée, normalement, il y a un film. Et je vous ai mis l'image parce que ça, dans un contexte traumatique, ce sont des images de pancréatite très, très, très sévères. Mais dans un contexte de trauma, au-delà de la pancréatite,
qui peut être post-traumatique, il faut se dire que potentiellement, il y a une brèche. Et si on voit la péritonite s'aggraver, souvent, c'est dans les 5 jours qui suivent le trauma. Vous faites votre focus juste après le trauma, vous ne voyez rien. Puis le chat revient 5 jours après, au plus mal, parce qu'il y a bien une péritonite au niveau d'origine pancréatite. Et puis les fameuses balles, je vous ai dit que ça traversait, ça peut traverser une rate, comme ici, là, avec un hémo-abdomen, mais ça peut aussi traverser hop, je remets mon petit oiseau, s'il veut bien, mais ça peut aussi, au passage, ça ne manquera pas de traverser des intestins. Ici, vous avez une brèche, une rupture de paroi, avec le signe de la traversée, des signes de péritonite à l'échographie. Là, un intestin, alors c'est pareil, je suis désolée, le film ne veut pas passer. Ah si. Regardez cette graisse anormalement échogène, regardez cette paroi qui s'interrompt, au passage suspecté de la balle, on voit très bien l'interruption pariétale et les signes de péritonite qu'on a déjà décrits, l'épanchement, la graisse hyperéchogène, ça demande des échographies très très approfondies parce que ça se joue à quelques millimètres et pour autant c'est un pronostic chirurgical assez réservé. Donc je conclurai en disant que l'imagerie, c'est toujours au service de la médecine. C'est d'abord un contexte, mais c'est aussi une analyse d'épanchement. On ne passera jamais à côté de l'analyse d'épanchement. Et puis souvent, on va devoir combiner des examens d'imagerie. On peut commencer par une radio simple. On ne manquera pas d'aller jusqu'à une écho approfondie. Et parfois, vous voyez, il n'est pas rare qu'on ait à revenir vers de l'imagerie avec produit de contraste. Et dans certains cas, ce n'était pas l'objet de la soirée, mais ça se finira même au scanner. Notamment, je pense à ces ruptures des appareils urinaires hauts, reins, uretères. Là, souvent, ça va aller jusqu'au scanner. Voilà. Je vous remercie. Une bêtise. Ça va bien se passer. Ça va vite. On va finir cette soirée en passant la main pour cette dernière partie à notre partenaire Urgo, qui a la gentillesse de nous accompagner ici ce soir pour cette soirée d'urgence. Donc je passe la main à monsieur. Bonjour tout le monde. En 2 mots, je m'appelle Pierre Nord et je m'occupe donc de la gamme Urgo pour les vétérinaires depuis une trentaine d'années. Voilà. On a parlé de la tête, des yeux, de l'abdomen, on va parler de la peau, puisqu'il faut bien entourer tout ça avec de la peau, et surtout comment réparer la peau quand elle a abîmée. Alors que la plaie soit ultra simple en post-op et qu'on ait juste besoin de la protéger pour qu'il n'y ait pas d'infection, ou que la plaie soit profonde, complexe, brûlure, etc., on va toujours avoir les mêmes mécanismes. Une plaie va toujours systématiquement évoluer de la même manière. Tant qu'on n'a pas atteint l'hémostase, aucun mécanisme de cicatrisation se met en place. Donc la première chose à faire, c'est arrêter les saignements. Ensuite, vous aurez une phase qui va être inflammatoire, c'est-à-dire que l'organisme va se défendre. Si c'est post-op, ça va être très rapide. Si c'est un chien brûlé aux 3/4 ou un accident de voie publique, ça va être plus long. L'organisme doit éliminer tous les corps étrangers. Et pour se protéger, l'organisme, qu'est-ce qu'il fait? Il coule. Et cet écoulement étant très riche en facteurs de croissance, très riche en protéines, il génère énormément de bactéries. Et pour éviter que les bactéries rentrent, il coule. Et donc, plus il coule, plus il y a de bactéries. Donc, ce qu'il faut, c'est très rapidement casser ce phénomène d'inflammation pour pouvoir en fait arriver à la phase où on va reconstruire le plan cutané. Et puis ensuite, on va remodeler avec des fibroblastes, du collagène, et on va arriver à la toute dernière phase qui est l'épithélium, qui est la fermeture de la plaie. Ça, en théorie, ça prend 21 jours.
Donc, une plaie qui va durer plus de 21 jours, déjà, vous dites, il y a un problème. C'est là. Le principal objectif que vous avez quand vous mettez un pansement sur une plaie, c'est de ne pas nuire. On cicatrise depuis des milliers d'années sans pansement. Donc, on y arrive. Si votre pansement il nuit à la plaie, si au moment où vous retirez votre pansement et que vous faites saigner, vous repartez en arrière. Si au moment où vous retirez votre pansement, vous faites mal à l'animal, vous repartez en phase inflammatoire. Donc la priorité absolue du pansement, quel que soit le pansement que vous posez sur la plaie, c'est de ne pas nuire à la plaie. Donc un pansement ne doit pas faire mal, ne doit pas gêner. Le pansement, il est là pour favoriser, il est là pour absorber l'excès d'exudat, justement pour éviter que les bactéries ne se nourrissent de tout ça. Il est là pour maintenir la plaie en milieu humide. Une plaie qui sèche, c'est une plaie qui meurt. On a tous entendu, laisse la plaie à l'air, elle va sécher. C'est une hérésie, la plaie va mourir. Donc le but, c'est de maintenir un milieu humide pour que la plaie se développe. On va la protéger de l'environnement et on va surtout chercher à réduire la douleur pour que l'animal ait de moins en moins envie de toucher à sa plaie. Et toujours, je l'ai redit parce que c'est la base, ne pas nuire. La prise en charge de la plaie, souvent c'est pénible, souvent c'est long, mais de cette bonne prise en charge va dépendre toute la suite. On va avoir un nettoyage, on va avoir un rasage, et je reviens à ce qu'il dit d'ailleurs, on rase large, très large. Il n'y a rien de plus ridicule d'avoir une morsure à la patte avant droite et de ne pas avoir vu une patte arrière gauche qui était mordue aussi. Et le propriétaire revient 3 jours après avec une morsure. Donc on la rase large, on lave, et on peut utiliser des petites brossettes, mais moins on va traumatiser la plaie à ce stade-là, moins on aura à réparer. Donc le but, c'est vraiment d'être très doux sur cette prise en charge. Parce qu'en fait, quand vous avez cette plaie qui s'installe, quand vous avez ces traumatismes, vous avez un développement en excès de métalloprotérase au plan cutané, qui vont considérablement retarder la cicatrisation, puisque les métalloprotéases vont s'attaquer aux fibroblastes et donc retarder la création de peau. Donc le but va être de maintenir cette plaie dans le meilleur état possible pour éviter qu'elle ne soit agressée et qu'elle ne se déforme avec ces fameuses métalloprotéases. Vous avez 50 000 possibilités de pansement. Depuis 3 ans sur le marché humain, on a, je ne sais pas si vous avez connu l'époque Algoplaque, Urgotul, Urgocline, où on segmentait la plaie en fonction des phases. Ça, c'est ce qu'on fait depuis à peu près 30 ans. Depuis 4 ans, 3 ans maintenant, pardon, 4 ans, même, on a développé un pansement qui regroupe les 3 produits ensemble, ce qui permet d'éviter d'avoir à séquencer les phases de la plaie. Et donc un pansement qui est capable de gérer les 3 stades de la plaie en même temps. L'idée, c'est d'absorber tout ce qui est déchets fibrineux, d'absorber tout ce qui est bactéries, d'absorber tout ce qui est nécrotique. Maintenir le milieu humide, relarguer dans la plaie du LOSF, qui est un nanofacteur, oligofacteur saccharide, qui va en fait empêcher l'organisme de synthétiser les métalloprotéases et protéger l'ensemble par une fibre lipidocolloïde qui va permettre à l'épithélium de se développer. La détection médicale, le but, ça va être d'absorber ces exudats, de diminuer la pression, d'avoir un retrait le moins douloureux possible pour ne pas entretenir l'inflammation et de protéger contre la macération. Il faut de l'humidité, il ne faut pas que ça baigne dans son jus. Voilà, on a donc notre fameux gel qui se forme, on absorbe tout ça et on stocke. Le but, c'est que l'humidité de la plaie rentre dans la plaie, dans le pansement. Les déchets fibrineux rentrent dans le pansement, sont stockés par le pansement et vous les évacuez au fur et à mesure. Donc, vous diminuez l'importance de l'exudat. On le trouve ici. Autre cas. En général, avec toutes les guillemets possibles, en 3-4 jours, la phase inflammatoire est gérée. Tous les guillemets, parce qu'on a tous les types de plaies, mais normalement, très rapidement, on est capable de retirer les déchets nécrotiques avec ce type de pansement. L'intérêt aussi, en première intention, quand l'animal arrive suite à accident en voie publique, c'est de gérer par première intention le pansement, puis de passer en détarsion chirurgicale derrière. De manière à ne pas trop couper, parce qu'il y a peut-être des tissus qui ne sont pas très beaux sur le moment, puis finalement, après 24 heures de repos, beaucoup moins abîmés et vont peut-être survivre. Et le but, c'est quand même de reconstruire, de ne pas détruire. Votre plaie est propre, ça y est, on va cicatriser, elle est bourgeonnante, il va falloir juste la maintenir dans les bonnes conditions pour que les fibroblastes et collagènes se développent bien et s'installent.
Parce que, je vous le redis, l'ennemi, nos fameuses métalloprotéases qui sont là, s'accrochent sur le collagène, le cassent, et donc vous n'avez pas de peau. Le sens du mot. Hop. Vous avez vos déchets, ça se fait un peu, des fromage. Tous vos déchets nécrotiques qui sont gentiment installés, qui génèrent de la fibrine parce qu'en fait tous ces corps morts, il va falloir les évacuer. L'organisme se défend, mais nos fameuses nouvelles protéases vont détruire en fait toute cette partie de collagène. Le pansement en gélifiant va absorber tout ça, l'NOSF va bloquer les métalloprotéases et donc permettre la reconstruction des fibroblastes, donc de développer le plan cutané. Stimuler l'angiogénèse, parce que s'il n'y a pas de sang, il y a quand même peu de chances que ça cicarise, malgré tout. Et donc, vous allez avoir une accélération des processus cicatriciels qui se mettent en place. Il est beau. Tout ça en se gélifiant, en absorbant et en secouant. Le but du gel, c'est juste qu'au retrait, votre pansement ne colle pas à la peau, ne colle pas à la plaie. Ce que vous avez connu avec l'algoplaque, hein, sauf qu'il n'y a pas cet effet écoulement d'algoplaque. Voilà, on a donc une détertion qui se met en place et une cicatrisation qui se démarre tout de suite, puisqu'on empêche l'organisme de se dégrader. Bon, c'est merveilleux. Normalement, je l'arrête, mais il ne peut pas. J'ai dit ça. Donc, on sait depuis 1962, par ce brave monsieur Winter, qui était pharmacien à l'hôpital de Londres, qui a pris un cochon, qui lui a fait 3 plaies, une qui a laissé à l'air libre, une qui a mis sous pansement gras, une qui a mis sous pansement hydrocolloïde, qu'un pansement qui maintient un milieu chaud et humide accélère les processus cicatriciels et donc améliore la cicatrisation et la vitesse de cicatrisation. En humaine, un ulcère veineux, donc suite à une dégradation du plan cutané, des veines, un ulcère veineux, en moyenne, sous pansement sec, c'est 210 jours de traitement. Sous pansement gras, c'est 180, donc il n'y a pas un gros écart. Sous pansement type Eurostar, on tombe à 95 jours. On a vraiment une amélioration parce qu'on a un bon milieu qui va permettre à la plaie de cicatriser. On n'a pas les retards, on n'a pas cet effet de nuisance du pansement. Et la dernière phase, où souvent, c'est là qu'on loupe le coche, parce qu'on a un retrait un peu trop violent, un peu trop rapide, et on arrache cet épithélium qui est là, qui est ultra fragile, et au retrait, on l'enlève parce que le pansement colle, parce que le pansement adhère, parce qu'on va trop vite. Et en fait, votre organisme, lui, pour lui, il est toujours en phase de construction parce qu'il n'y a pas cet épithélium qui apparaît. Et donc, vous avez une plaie qui devient stagnante. Et puis, à un moment, les bords vont rouler, etc., et on repart. Donc, c'est pour ça, quand on a cette apparition d'épithélium, il faut être hyper prudent et hyper lent sur le retrait du pansement pour ne pas l'arracher, parce que l'arracher, c'est en fait générer une plaie. Et là, on retrouve la trame qu'on a dessous le ressart qui va permettre donc de maintenir le milieu pour que l'épithélium se développe sans que le pansement ne colle. Donc, tout ça, c'est validé par 40 000 autorités de tutelle. On ne les fait pas tous. Donc, tous ceux qui ont connu la segmentation des plaies en 3 phases avec et bien maintenant c'est plus simple, on n'a plus qu'une phase. Et on sait une deuxième chose, c'est que s'il y a 5 vétérinaires, 10 vétérinaires ou 3 vétérinaires dans une clinique, il y a 3 protocoles différents. L'idée, c'est que déjà, si on a le même protocole et que tout le monde a le même protocole, on améliore considérablement l'environnement. Parce que considérer que les 3 premiers jours d'un pansement sont là pour en fait créer le microclimat favorable. Et donc, si chacun change de protocole, et bien, vous prenez du retard. Parce que votre peau s'adapte à l'environnement et en fait n'évolue pas. Voilà, en 3 tailles, disponible dans toutes les bonnes centrales vétérinaires de France et de Navarre. Et si vous avez des questions, ou si vous retrouvez toutes les fiches techniques et tout ça, vous en savez sur le site. Je suis dans le timing. J'ai fini. Vous avez des questions? Oui. Je vais savoir comment vous faites tenir la tête, c'est un cheval
Il est micro-adhérent, c'est-à-dire qu'il ne colle pas. C'est-à-dire qu'il tient sur la peau. Donc, on peut poser le pansement et aller chercher une bande, il ne tombe pas, mais il ne colle pas. Le but, c'est de ne pas coller la peau. Donc, il faut bien le maintenir par un pansement, par une compresse, par un bandage, par tout le système qu'on veut, mais il faut le maintenir en pense. C'est juste la troisième main. Il n'y a pas d'adhérence. Plus la plaie coule, plus on va changer vite. On va retrouver un peu les protocoles qu'on avait avec les algoplaques et compagnie. On va être en moyenne à 48 heures en détertion. On va être à entre 4 et 5 jours en bourgeonnement. Et on va pousser jusqu'à 8 jours en épimation. Moins on va toucher au pansement, mieux on se porte. Et si le propriétaire revient au bout de 4 jours et que le pansement est propre, et le prochain, vous le laissez 5 jours en place. Ou 6 jours. Moins vous allez toucher, moins vous allez agresser, moins vous allez assécher, moins vous allez... Voilà. On laisse le pansement bosser. Ça va coûtera moins cher. Bonne question. Le moyen, on va dire le 13-12, le 13-13, on est à 4 € le pansement en centrale vétérinaire. Le petit, on est 4 fois moins cher, et le très grand, on est 4 fois plus cher. Voilà. C'est un rapport à surface. Donc ça ne sert à rien de prendre un pansement moyen, une coupure en 4 et faire un pansement non stérile, ça ne vous gagnez pas d'argent. On est un petit. Voilà. Merci à vous. Midi fait ouvert. Oui, parce que nous, ici, on a eu des pochettes offertes par Urgo. Donc, la prochaine fois, venez. Il y aura peut-être aussi des cadeaux. Merci déjà d'être venu, d'avoir participé à distance. Merci à notre partenaire Urgo. Merci à tous mes confrères et ASV qui sont venus. Merci à tous les vétérinaires d'Atlantia qui sont venus et auxiliaires vétérinaires également. On était très nombreux ce soir et ce fut un plaisir de vous avoir tous et de vous accompagner sur ces urgences. Maintenant, nous, on va aller boire un coup. Mais avant de finir, avant de boire un coup, juste quelques petites informations. Sachez qu'on vous enverra le lien vers le replay de cette soirée par Internet et que toutes ces vidéos en replay sont accessibles sur la chaîne YouTube d'Atlantia. Atlantia, c'est beaucoup de réseaux sociaux, c'est LinkedIn, on y est plusieurs très actifs là-dessus, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est TikTok, j'en passe et des meilleurs, et puis c'est même YouTube. Donc nous, c'est pas 3 tailles, 3 prix, mais c'est tout un échantillon de réseaux sociaux. Venez nous voir physiquement et aussi voir ce qu'on fait, quoi. À bientôt. La prochaine, ce sera sans doute mi-décembre. Mais je garde le thème un petit peu en haleine. Voilà, bonne soirée à tous. Merci.